Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler podcast et c'est la première fois qu'on se met comme ça. Salut Aurélien, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah ça va bien. C'est la première fois qu'Aurélien passe face caméra, donc voilà, on va discuter et échanger. Et le but, ça va être de parler du lancement d'un podcast qu'il a envie de faire. Donc c'est vraiment une discussion où on s'est dit qu'on allait vous la partager parce que ça va vous permettre de voir un petit peu l'envers du décor de la création d'un podcast. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi envie de lancer un podcast, il y a peut-être des conseils qui vont pouvoir te servir vu que ça fait personnellement 8 ans que je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai publié un peu plus de 2000, 3000 vidéos sur les réseaux et j'ai aussi lancé parfois des podcasts ou aidé là-dessus. Donc on va le faire tranquillement et discuter là-dessus. Ouais, exactement. En gros, pour remettre dans le contexte, parce que du coup, toi, tu n'étais pas là avant mon questionnement jusqu'à ce que je vienne chez toi. C'est avec des amis, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast. On a des compétences qu'on a parce qu'on suit des études. C'est des études dans quoi? Du coup, nous, on est trois à faire un double master en droit des affaires et gestion d'entreprise. Ok. Et l'année dernière, on a eu un projet de podcast entrepreneurial, justement. Et on s'est dit, purée, en fait, l'exercice est trop bien. C'est trop bien d'interviewer des gens intéressants, impliqués, genre des entrepreneurs. Et c'est ce qu'on voulait faire. On s'est dit, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas interroger des gens qui nous correspondent. Du coup, vous l'avez fait dans le cadre de l'école au début avec des interviews et comme ça vous a plu, vous avez envie de le faire sous votre nom à vous, enfin votre projet à vous, quoi. Exactement. Là, le but, c'est de lancer le projet pour nous. Ok. Et c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que pour la partie... nous, on sait interviewer des gens, on va dire, on sait leur poser des questions business. Ok. Mais après, pour tout ce qui est partie technique, partie stratégie réseau, des choses comme ça, Ok. ouais, c'est là où vous avez besoin de c'est 2-3 le néant, conseils et tout. Ouais. Ok. Déjà, premièrement, est-ce que vous avez trouvé un axe ou une ligne éditoriale un petit peu Le but, l'idée globale du podcast, ce qui pourrait être la raison d'être pour une entreprise, en gros, nous, c'est faire un podcast entrepreneurial avec des gens qui sont inspirants et qui paraissent atteignables, en fait. Genre, le but, c'est vraiment d'avoir des gens un peu lambda qui, juste petit à petit, en tentant des choses, en apprenant, en ayant un peu toujours cette volonté de dépassement, de sortie zone de développer et confort, tout ça, ok. C'est ça. Le but, c'est pas de montrer des chiffres énormes, de montrer des gens qui ont un lifestyle démesuré. Le but, c'est de montrer des commerçants qui peuvent nous entourer tout simplement, mais qui sont juste inspirants par leur manière de voir le business, quoi. Ok, donc je vois les profils business. Et du coup, le but, c'est que vous aimeriez que ce podcast, il s'adresse à qui? L'objectif, du coup, notre cible, c'est des jeunes actifs Ok. qui ne savent pas forcément quoi faire, qui ont des compétences et qui se disent potentiellement je pourrais créer mon entreprise, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, quoi. Alors, ils ne savent pas comment s'y prendre pour créer une entreprise ou sur quel secteur? Ils savent pas. Ils savent, par exemple, une personne qui est, on va dire, maçon et qui a toujours été manœuvre ou qui commence à être chef de chantier, un truc comme ça. Le but, c'est, en fait, tout lui paraît trop dur, l'entreprise, le milieu de droit des sociétés, les choses comme ça, et ça paraît dur, ça paraît impliquant, engageant. Et nous, le but, c'est un peu de vulgariser ça à côté de l'inspiration qu'on peut donner. Parce que on veut essayer de faire un contenu qui, à la fois, montre des sources d'inspiration et à la fois appuie sur des thématiques un peu techniques liées à l'entreprise. Ok, d'accord. Et du coup, vous avez trouvé un nom à ce podcast ou pas encore? On n'a pas encore trouvé de nom, on avait quelques idées, je les ai pas sur mon doc, et il me semble, ah oui, si, il y avait Inspiration, le nom, après il y avait Éveil, il y avait Debout ou Grain de Sable. Grain de Sable, on l'a trouvé à la fin, mais pareil, il y a moyen que ce soit que ça change et que ça évolue. Autre chose. Ok. Et du coup, donc je vois à qui vous adressez, la ligne édito, un peu les noms de type et tout. Et du coup, là, est-ce que tu avais une première question ou un premier truc ou c'était un petit peu flou qu'on en discute? Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il me faut en termes de matériel pour enregistrer un podcast qualitatif, autant au niveau vidéo que audio, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on est parti du principe qu'un podcast, si on le met juste sur des plateformes audio, ça va pas forcément avoir beaucoup d'impact ou marcher de suite. Donc on aurait bien aimé pouvoir le faire en format vidéo,
en format audio et à ce moment-là pouvoir aussi extraire de ces vidéos des shorts. Ouais. Mais ça c'est toi qui me conseilleras parce que j'ai aucune idée. C'est un peu ce qu'on voit quand on pratique les réseaux. Oui, et quand on voit en tant que consommateur. Déjà, premièrement, oui, pour moi c'est obligatoire de le faire en format vidéo. C'est-à-dire que format audio aujourd'hui, avec tout à l'ère de TikTok, Insta, YouTube, LinkedIn, enfin faire que de l'audio, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'en plus tu n'as aucune acquisition sur tout ce qui est Spotify, Deezer, enfin toutes ces plateformes d'écoute. Il n'y a pas trop de découvrabilité. Enfin, c'est très difficile de tomber dans les recommandations. Enfin, c'est des plateformes assez obscures et pour que les gens t'écoutent, il faut vraiment que tu aies un titre de fou, que le sujet les intéresse et que ce soit vraiment très précis. Il n'y a qu'un seul créateur de contenu que j'avais découvert comme ça en tapant business ou argent sur Spotify. Donc moi déjà, premier point, vidéo. Deuxième point, en termes de matos, alors je vais retourner une deuxième question. À chaque épisode de podcast, combien il y a de personnes? Les épisodes de podcast, déjà il y aura 1 ou 2 intervenants. En fonction de, souvent quand c'est des sociétés, il y a forcément plusieurs personnes. Ok. Juste quand tu dis 1 ou 2 intervenants, c'est de la même société, c'est pas deux sociétés distinctes. Non, c'est de la même société. C'est toujours une entité qui est interviewée. C'est ça. Et après, il y aura du coup deux intervenants, probablement. Ok, donc 4 personnes. 4 personnes. Donc, pour les micros, tu as plusieurs systèmes déjà. Donc souvent, s'il faut privilégier entre le son et l'image, vaut mieux privilégier le son. C'est pour ça que souvent on dit audiovisuel, l'audio vient avant le visuel, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'entre avoir un truc 4K et un son dégueulasse et un truc avec un son correct, mais une image HD, tu vois, c'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont regarder en 4K et tout, donc il vaut mieux avoir le visuel qui est ok, mais une qualité sonore qui est correcte. Pour les micros, tu en as plusieurs. Tu as ceux-là qui sont bien. Alors DJI, donc tu as plusieurs séries de DJI. Il y en a des nouveaux qui sont ressortis, qui sont encore plus petits et tout. Souvent, ils fonctionnent par deux, donc par paire, mais tu peux voir pour du coup mettre deux paires. C'est-à-dire, on va dire, tu mets le duo, la piste audio, en gros le duo interview, enfin personnes qui font l'interview et personnes qui sont interviewées. Comme ça, l'avantage de ce genre de micro, si tu veux, c'est que par exemple, là, il est relié au téléphone qui est en train de nous filmer. Et sur le téléphone, ça va directement synchroniser l'audio et il n'y aura qu'une piste audio. Donc au lieu de te retrouver avec une piste audio sur les pour les deux. D'accord, C'est-à-dire que là, dans le fichier, il y aura une piste audio. Après, là, il y a un petit bouton rouge que vous voyez peut-être à la caméra. C'est le fait que ça enregistre aussi une copie en local. Donc là, ce sera une seule piste audio unique. Et ce que je veux dire, c'est que tu as la tienne qui est là, la mienne qui est là. Si on les superpose après, il y a un petit port USB-C pour connecter le DJI. On peut récupérer la piste audio. Donc l'intérêt, c'est d'avoir peut-être un ensemble DJI mic pour les personnes qui font l'interview, un ensemble DJI mic pour les personnes qui sont interviewées. En plus, tu peux enregistrer en local comme ça s'il y a un souci, parce que si tu as mal connecté par exemple le récepteur derrière le téléphone ou derrière l'objet, il s'enregistre dans le micro direct. Il s'enregistre là et surtout il ne s'enregistrera pas là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une save et d'avoir le double son. Donc je dirais pour les micros DJI mic ou tu as Sony qui faisait des enregistreurs, alors ça s'appelait le Sony XCT ou XTC, un des deux. C'est des petits micros à la verticale noire. D'ailleurs, vu qu'on est sur un montage en direct, je vais pouvoir les trouver. Je sais que j'en ai par ici. Ici, c'est un peu tout mon matos audiovisuel. Donc, tu as aussi ça qui marche bien. Tu vois, c'est des micros Rode. Ah oui, c'est vrai que c'est des marques qu'on voit de temps en temps. Ouais, c'est des lavalières. Donc, en gros, tu peux tu peux le connecter à un bloc et avoir ce micro qui arrive là. Et par exemple, là, tu vois, sur le DJI, au-dessus de là, tu as un trou pour connecter le micro. Et ça, tu le mets dans la poche à ce moment-là et tu n'as que ça à la caméra. Donc ça encore, c'est une autre possibilité. Parce que oui, c'est ça aussi ma question, c'était avoir un micro pour l'ensemble des intervenants au milieu de la pièce. Non. Est-ce que ça fonctionne? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, ça fonctionne. On peut mettre un micro, par exemple, là sur la table pour parler. Le truc, c'est que je peux faire le test avec les gens en direct, c'est-à-dire que vous allez voir le micro, je le mets là, et là normalement vous allez m'entendre avec un son qui est beaucoup moins qualitatif. Donc c'est mieux d'avoir un micro directionnel. Limite, si tu as un micro pour 4 personnes, le mieux, je te dirais, si tu es obligé d'avoir qu'un seul micro, c'est un micro main que les gens se passent. Mais encore, ça perd de la spontanéité, c'est-à-dire que tu es obligé d'attendre qu'on te donne la parole avec le micro. Donc voilà, si vraiment c'est un micro pour 4, il faut vraiment que tout le monde soit... c'est une table ronde, le micro et tout le monde est comme ça et voilà. Oui, donc c'est sûr, mais c'est pareil, mais je m'imagine qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement regarder la vidéo et qui sont dans le même cas que moi. Et c'est vrai qu'on se dit,
on ne sait pas si ça va marcher. L'investissement au début, est-ce qu'il vaut mieux investir dans, je sais pas, j'ai aucune idée des tarifs, mais j'imagine que ça coûte plus cher que d'acheter un micro filaire qu'on pose au milieu d'une table. Typiquement, après, il y a toujours un investissement minimum, mais typiquement, si je devais te donner un conseil là-dessus, et ça peut vous servir aussi, c'est que si vraiment tu es en mode from scratch, c'est-à-dire le faire avec le budget minimum, ça, ces micros-là, on est aux alentours des 200-300 euros. D'accord, il faudrait compter pour la paire. Pour la paire de deux micros. Okay. Avec la nouvelle version, les mini, je crois qu'ils sont aux alentours des 200. Donc il faudrait compter, par exemple, vous, si vous avez besoin que de 2 personnes qui discutent comme nous, 200 balles, c'est suffisant. S'il y a 4 intervenants, 400 balles. Mais par exemple, un autre truc qui est possible, c'est que ça, ce que je vous ai montré, le micro Rode, donc c'est un micro avec du coup une prise son, une prise jack. Il en existe peut-être aussi avec des USB-C. Mais le principe, c'est de le connecter directement sur le téléphone. Et à ce moment-là, tout le monde a déjà un téléphone. Tu le mets dans la poche. Ça, le fil, tu le fais passer à l'intérieur et tu le mets juste ici qui dépasse. Et là, ça vaut 30-60 euros. Oui. Donc, entre guillemets. Et après, pareil, tu as le. Après, il faut faire l'assemblage. Voilà, de la exactement. Dont tu me parlais. Il faudra que tu fasses ce truc de synchronisation. Mais pour ça, on va dire, tu peux t'en tirer du coup à 30 euros x 4 ou 60 euros x 4. Donc, entre 120 et 240 euros au lieu de 400. Donc, c'est aussi une autre solution qui est possible pour la partie son. Maintenant, pour la partie image, ça dépend combien de cam tu fais. C'est-à-dire, déjà pour la partie image en termes de cam, souvent les téléphones d'aujourd'hui ont des très bonnes qualités. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la vidéo que vous voyez, je la filme avec mon téléphone, c'est un iPhone 15 Pro. Je ne l'ai même pas mise en 4K la vidéo, je la mets vraiment en HD, 30 images ou 60 images, ça dépend. Et les téléphones sont souvent largement suffisants. À ce moment-là, il vaut mieux investir dans un trépied. Typiquement, là, la caméra est sur un trépied. Ça permet d'avoir un angle de vue qui vous convient. Vous cadrez un trépied. Il y en a à tous les prix, mais 20, 30, 40 euros, il y a largement ce qu'il faut. C'est vrai que vraiment typiquement un truc auquel je n'aurais pas pensé, le trépied. Ouais. Typiquement, c'est le genre de truc où quand tu n'y penses pas et qu'après tu te retrouves sur le tournage, tu galères à faire des trépieds de livres, des trucs pour que ça tienne, alors que ça vaut 30 balles et tu peux le monter à 2 mètres de haut. Donc pour les gens qui sont assis, c'est largement suffisant. Si tu veux vraiment un jour investir dans une cam, il peut y avoir les DJI Osmo Pocket. Donc ça, c'est encore de la gamme DJI. Et c'est des caméras qui sont du coup assez petites et miniatures et où il y a une très bonne qualité. Elles sont vraiment très petites, maniables. Enfin voilà, tu as vraiment plein de choses. Elles sont stabilisées aussi. Donc là, je les rééteinte. Mais ça veut dire que si je bouge, elles restent fixes. Donc ça, c'est bien si c'est en mouvement, tu vois, si il y a du déplacement ou si tu es à un événement et que tu veux interviewer des pros. Ou qui sont en déplacement pour te faire une visite de l'endroit où ils sont. Faire du format vlog. Voilà, format vlog, ça c'est excellent. Et en plus, souvent, il y a un micro qui est intégré avec, offert un peu de la gamme DJI, vu que c'est un produit DJI. Donc, on va dire ça pour du format vlog, c'est, je pense, le meilleur objet. Après, encore une fois, c'est un objet qui vaut dans les 300-500 euros. Un téléphone avec un stabilisateur, ça peut aussi être une très bonne solution. C'est-à-dire que, typiquement, si demain, moi, je lançais un podcast à 4 pour la partie technique, je pense dans l'ordre, ce que j'achète en premier, c'est les micros. C'est-à-dire soit, comme j'ai dit, des petites rallonges comme ça pour mettre les micro-cravates, soit des DJI en fonction du nombre et tout. Si je suis vraiment en mode on est 4 à la rigueur et que je suis vraiment en mode optimisation du truc, je prends une paire de micros. Et je prends aussi un objet que je vais vous montrer. Du coup, je me relève, je passe devant la caméra. Comme on vous a dit, c'est vraiment, vous êtes avec nous dans l'élaboration de la stratégie. Tiens, tu peux voir à quoi ça ressemble, tout ce qui est un peu trépied comme ça. Donc, tu vois, tu as différentes tailles. Tu as des petits trépieds. Mais typiquement, je prendrais ça. Un objet comme celui-ci. Hop. Je vérifie que tout fonctionnait toujours. C'est un objet comme celui-ci où tu peux faire glisser ton micro dedans. Et c'est un support micro. À la rigueur, si tu veux commencer en moins de budget, ça vaut 20 ou 30 balles. Tu as le truc micro. Et c'est un micro pour les personnes qui sont interviewées et un micro pour les intervieweurs. Comme ça, tu vois, c'est déjà beaucoup plus naturel que de passer entre les deux camps le micro. Oui, à ce moment-là, tu vois, je m'imaginerais plus, on va dire, deux petits micros comme ça avec deux supports micro. Exactement. Et un petit support sur une table. Et juste d'un côté, on a les intervenants. Et d'un côté, on a… Alors, tu peux, après, il faut voir si la distance, du coup, s'ils sont visés, ça passe. Parce que là, typiquement aussi, sur ce genre de trépied, je vous le montre, vous avez une petite encoche au-dessus. Et là, tu peux clipser le micro. C'est-à-dire que là, typiquement, si je vous fais vraiment toutes les démos en direct. Alors, je peux prendre le micro. Alors, ça va vous faire un peu de bruit vu que je le manipule. Et voilà, là, il est clipsé.
Et tu vois, là il peut être, je peux le tenir comme ça, bon c'est pas fait pour, mais c'est une option qui existe et du coup, vous voyez, c'est un trépied et le micro est posé dessus. Voilà. D'accord, oui, parce que finalement, ce que tu disais, c'est surtout le fait que le micro, il doit être directionnel, il doit être vers la personne. C'est ça. Donc là, Directionnel et pas trop loin non plus, c'est-à-dire que en fait, il faut vraiment voir le truc comme si tu vois le son qui capte, ça faisait, en gros, ta voix, ça fait des vagues sur l'eau. Et plus tu es loin, plus il y a d'ondulation et du coup, ça capte moins bien le signal. Et plus tu es proche, plus ça capte le signal originel plutôt que l'écho du signal. Ok. Donc, si je résume pour la partie technique, plus déjà 2 micros, c'est obligatoire si on veut faire un podcast à 4. Pour moi, après 4, soit je micro, pense que ce sera le maximum. soit ça sera entre 2 et 4, mais dans tous les cas... c'est soit le double micro comme ça, soit ça. Mais après, si vous voulez vraiment vous lancer et mettre un peu de budget, on va dire tu vas avoir 100 € d'écart peut-être entre les deux, entre acheter 2 fois 50 ça ou une fois 200 ça. Il faut mieux que tu achètes une fois 200 ça parce qu'en post-prod, tu vas gagner du temps. Et en simplicité d'utilisation, tu le connectes au téléphone, ça direct c'est efficient et ça fonctionne. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi j'avais pas pensé à la synchronisation particulièrement, mais c'est vrai qu'après tu vas devoir synchroniser du coup l'audio, les différents audios ensemble. Tu vas devoir ça dépend le logiciel de montage que tu as derrière, mais c'est vrai que si jamais tu es sur un logiciel gratuit ou basique, souvent il n'y a pas d'option de, par exemple la suite Premiere Pro, personnellement je l'ai. Et je sais que je mets mes pistes dans la timeline audio, je les sélectionne tous, je fais clic droit synchroniser les audios, ça les synchronise nickel. D'accord. Et un truc qui est important au début d'une vidéo, si tu as plusieurs micros à synchroniser, c'est de faire un clap. Parce qu'en fait, le clap, quel est l'intérêt? C'est que quand vous avez un logiciel qui va synchroniser vos audios, en fait, il va prendre comme référence les fréquences. Quoi. Pour lui, c'est des signaux. Clap, du coup, pas le premier, mais on va dire s'il a un signal net, c'est plus facile pour les aligner. Tu vois, plutôt que des vagues où il va essayer de les superposer. Et même toi, si tu dois le faire à la main, typiquement, s'il y a un endroit où tu as un clap qui est bien sourd et bien dessiné, visuellement, tu vois comment tu peux les aligner. Parce que même si tu le synchronises automatiquement, parfois il va un peu te les décaler de quelques millisecondes et tu entends comme une réverbération, un écho. Là, quand tu as un trait net, ça fait vraiment sur ta bande son, ça fait, vous avez peut-être déjà vu ça à la caméra, mais ça fait des vagues et tout. Et là, vous avez un trait net, en mode ça a été un clap, un bruit sourd. Et là, vous pouvez facilement les superposer. C'est vrai que je savais pas l'utilité du clap, mais c'est vraiment, c'est pour ça, c'est pour synchroniser souvent image et son. C'est-à-dire que souvent ils mettent le clap comme ça devant la caméra, parce que comme ça la frame, parce que le clap souvent c'est un objet en soi et qui fait le bruit un bruit très sourd, à la frame où tu sais que les deux parties se sont touchées, c'est à la frame où tu vois que le son est aligné et du coup tu peux facilement raccorder les deux. Exactement. Intéressant. Mais après, tu n'es pas obligé ça d'en acheter un, tu vois, tu peux le faire comme ça à la main. Moi, je n'en ai jamais acheté un clap, c'est vraiment si tu fais du cinéma, honnêtement, en lancer un podcast dès le début, c'est vraiment son, un trépied et à la rigueur une caméra au départ pour commencer qui peut être un téléphone ou si vous avez 2 téléphones de bonne qualité, ça peut être 2 téléphones, tu vois. Ou 3 téléphones, ça augmente la complexité du montage. Mais s'il fallait vraiment commencer pour mettre le moins de barrières possible, j'irais un ensemble de micro DJI, un trépied, un seul téléphone. Et essayer de prendre un plan large, tu vois là par exemple, où on pourrait être 4 autour du canapé ou autour d'une table. Et par exemple, si jamais c'est autour d'une table, plutôt que de mettre les 4 autour de la table et d'en avoir un qui est forcément de dos, c'est mettre les gens un peu en V. Oui, comme on fait là, comme on pourrait être 2 et une autre personne là. Et à ce moment-là, je décalerai un peu la caméra comme ça. Alors, c'est sûr, ça manquerait d'un aspect dynamique sur le fait d'avoir des changements de plan et tout. Mais le but, c'est pas de se faire dès le début un tournage à la sans permission, Yomi Denzel, tout ça, et être en mode, tu as du multicam, tu as des plans larges et tout. Non, c'est vraiment lancer la machine, faire le truc et arriver à déjà faire du contenu un peu, poster les premiers contenus. Je crois qu'il y avait une stat qui disait que tu as, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, tu as 9 podcasts sur 10 qui vont pas au-delà de l'épisode 7 ou 17, un truc comme ça. En mode, les gens arrêtent assez rapidement, donc ça sert à rien d'investir dans des tonnes de matos. C'est vraiment d'abord, tu fais un truc simple. Et plus, moi au départ, quand j'ai commencé YouTube, j'avais vraiment que mon téléphone, j'avais même pas de micro ni de trépied et je mettais sur une pile de livres. C'est vraiment, j'ai pris mon téléphone et je lui parlais. Après, j'étais tout seul, donc c'est plus facile au niveau des micros. Et après, premier investissement, ça a été un trépied et une softbox. C'est-à-dire que l'éclairage aussi, c'est important. Là, on ne l'a pas tourné, c'est vrai, dans des conditions optimales. J'aurais pu optimiser l'éclairage et tout.
Mais on va dire pour un podcast… Est-ce qu'on peut tester d'optimiser Ouais, l'éclairage on là, peut juste pour tester. voir, Bah, pour qu'ils vas-y, voient on va montrer aux gens. Donc là, pour qu'ils voient la diff. vous avez du coup l'éclairage. Et par exemple, Je sais pas si t'en as un facile, peut-être que je t'ai mis dans le… Non, mais ça va le faire. Là, j'augmente un peu ici. Et typiquement, rien que d'ouvrir ce volet, les gens, vous allez voir la différence. Parce que là, du coup, la pièce va être beaucoup plus lumineuse. Et après, souvent, quand vous avez la possibilité, soit c'est un petit panneau d'éclairage. Donc là, on le voit un peu mieux. Là, je peux ouvrir ici. Donc si ça ne reflète pas dans l'écran de la caméra, c'est bon. Peut-être de ton côté. Non, en vrai, je pense que ça devrait le faire. Mais déjà, les gens, je pense que vous allez voir, c'est beaucoup plus lumineux et vivant. Et derrière, c'est important de tourner dans des conditions qui sont comme ça, c'est-à-dire où c'est éclairé, on arrive à bien voir. Si tu tournes en intérieur, ça peut être avoir soit des petits panneaux LED ou des softbox, ça s'appelle. Enfin, softbox, c'est un peu les lumières de photographe, tu vois. Oui, je vois, oui. C'est vraiment les panneaux qui sont là, plongeants pour éclairer. Et ça, honnêtement, pour avoir vu ça au début sur ma chaîne YouTube, parfois les gens ils essayent d'acheter une meilleure caméra, alors qu'en vrai c'est juste un meilleur éclairage qui donne un meilleur rendu. Parce qu'en réalité, la plupart des téléphones et des caméras aujourd'hui, ils filment en HD. Mais typiquement, moi j'ai encore un vieil iPhone XR. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour faire du montage. Alors pas du montage, mais du montage peut-être pas. Mais en vrai, de la vidéo, tu peux faire du 4K 60 fps. Genre, je montre le rendu au jour. Mais 4K 60. Alors l'écran est un peu cassé, mais c'est pas grave. La caméra, c'est ce qui est le plus important. Genre, vous voyez le rendu et la qualité, c'est nickel. Genre, c'est ultra fluide. Là, je l'ai mis en 4K, on peut le mettre en 1920, donc en HD. Non, pour moi, c'est largement suffisant. Pour toi, ça peut suffire? Ah, largement, largement. Et du coup, genre, regarde la qualité. Essaye de me regarder avec et clique sur 4K. Tu vas voir, enfin… Oui, en soi, c'est vrai que quand on regarde une vidéo, il n'y a pas besoin de… Il n'y a pas besoin de plus. Tu as largement ce qu'il faut. Ce sera juste au niveau du son. Ok. Non, mais le son, ça, on va dire que c'est à part, du coup. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne va pas utiliser le micro du téléphone. Là, non, par contre, le son, je te dirais, là, le micro du XR, déjà, si j'étais avec le son du 15 Pro là-bas, ça serait catastrophique. Donc, XR, ce serait pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant, j'avais un autre téléphone, mais je l'ai changé parce que j'avais une fissure, mais sur l'objectif. D'accord, ok. Et là, du coup, pour la création de contenu, c'est vrai que c'est plus compliqué. Sur l'écran, c'est moins grave, on va dire. Donc, micro priorité, d'autant plus qu'on fait un podcast, j'imagine. Ouais, parce que du coup, après, si tu le mets sur les plateformes audio et tout, les gens, ils n'ont même pas l'image. Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit quali au niveau de l'audio. Clairement. Après, du coup, vidéo. Ouais. Et dans la vidéo, on comprend l'éclairage qui est… Voilà, essayer de faire en sorte soit d'être dans une pièce qui est lumineuse, soit de rajouter de l'éclairage à la main, ou soit si tu tournes en extérieur, de faire attention, comme on disait, de ne pas tourner à contre-jour, ou que les gens aient le soleil dans le visage et qu'ils aient les yeux fermés toute la vidéo, tu vois. Donc ça, après, ça fait partie un peu du bon sens, mais voilà, c'est pas oublier d'avoir du matos pour ajuster la lumière et qu'elle nous convienne. Et c'est mieux d'avoir des softbox que de se dire je vais jouer avec les éclairages de mon appart pour faire mieux. Soit de la lumière naturelle, soit des éclairages artificiels, mais qui sont des éclairages de lumière blanche. Pas les lumières jaunes de maison, d'appartement. Classique. Voilà, c'est ça. Si jamais on a plusieurs téléphones qui filment, ça rend beaucoup plus difficile, du coup, j'imagine, le montage. Pas vraiment. Enfin, ça dépend après. Comment dire ? Ça dépend les logiciels de montage de derrière. C'est-à-dire que typiquement, je vais vous parler que avec ce que je connais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent. Je sais qu'il y a DaVinci, il me semble que c'est un logiciel qui est gratuit et qui peut faire beaucoup de choses. DA plus loin V1, 2, DaVinci, Resolve, un truc comme ça. Vous pourrez le trouver assez facilement. Et peut-être qu'il y a une option multicam, mais souvent ce que je conseille de faire pour le multicam, c'est taper le nom du logiciel que vous utilisez et multicam après sur YouTube, genre Premiere Pro multicam, DaVinci multicam. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert comment on faisait du montage multicam sur Premiere Pro. Et sur Premiere Pro, c'est très très simple. Après Premiere Pro, c'est un logiciel payant à abonnement, sauf si vous avez une version craquée ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment un logiciel payant avec abonnement. Et je ne conseille pas forcément de payer dès le début, sauf si tu as des licences qui sont parfois offertes par les entreprises ou des écoles, etc. Il y a peut-être des alternatives. C'est une question à poser à l'école. À l'école, ouais, parfois ils fournissent des licences Adobe et dans la licence Adobe, vous avez du coup Premiere Pro. Et si jamais vous avez un accès à Adobe, vraiment c'est le logiciel à utiliser. Typiquement, pour vous donner des exemples, une des plus grosses vidéos de Squeezie sur sa chaîne, ça a été celle avec le train.
où il y a des duos de youtubeurs, ça a été monté sur Premiere Pro. Et il a 80 pistes audio et des dizaines de pistes vidéo. Enfin, c'est le logiciel, une fois que tu le méprises, tu peux tout monter. Et surtout, quand tu as un truc que tu veux faire, il y a toujours des tutos sur Internet avec ce logiciel. Après, le montage multicam, je pense que tu peux le faire aussi avec CapCut qui est gratuit. Mais ce sera, dans le principe le plus simple du multicam, c'est vraiment de se dire, tu peux avoir plusieurs pistes vidéo. Et donc, tu vas mettre sur la piste V1 une caméra, la piste V2 une caméra. Et l'idée, c'est juste de les aligner. Et après, tu vas, par exemple, imaginons, on va faire un montage simple avec 2 vidéos. Si tu as 2 vidéos, tu en mets une sur la V1, une sur la V2. Et il y a un moment, tu veux garder la V1 au lieu de la V2. Souvent, sur les logiciels de montage, c'est des couches de superposition. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez une vidéo sur la V1 et sur la V2, ça va avoir d'abord la V2 puis la V1. Donc, si jamais elles sont toutes les deux à la taille de l'écran, tu verras jamais la V1. Donc parfois, il faudra couper des morceaux dans la V2 pour qu'il n'y ait plus de V2 et qu'au lieu de regarder la V2, ça regarde la V1. Donc voilà, ça c'est on va dire la façon la plus simple de faire du montage multicam, mais un peu complexe parce qu'il faut faire des cuts et tout, etc. Simple d'un point de vue à comprendre et à mettre en place, mais après elle est un peu chiante d'un point de vue technique parce que c'est assez lourd, répétitif, il faut mettre des cuts, c'est plus technique que difficile. Il y a des logiciels comme Premiere Pro ou d'autres où tu peux synchroniser. Et typiquement, tu choisis à quel moment en fait en direct. c'est V1, voilà. V2. C'est-à-dire que tu as un truc multicam, moi je sais que sur Premiere Pro ça le fait, où je synchronise toutes mes pistes. Et en fait, j'ai comme une régie de télé où je vois les 3 cams en direct. Et en fait, je peux cliquer. Et en fait, ça se passe vraiment. Imaginons j'ai une vidéo de 10 minutes où j'ai 3 cams. Je vais synchroniser les pistes, dire que c'est du montage multicam, donc il va me scinder les 3 pistes vidéo en une seule. Et il va me faire apparaître un écran multicam où je peux cliquer, où je fais lecture sur la vidéo. Et je clique en direct sur les changements et il va me faire les cuts et changements de cam automatiquement. Donc en gros, la vidéo de 10 minutes, elle me prend 10 minutes à monter. Et ça m'a fait tous les changements de cam comme j'ai voulu. Si à un moment j'ai raté, je peux le recadrer et tout. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec la technique, mais vous comprenez l'idée et le principe. Oui, c'est bien, plus simple. Ok. C'est pas trop complexe. CapCut aussi, logiciel gratuit, je pense que tu peux le faire, comme je t'ai dit, mais tu n'as pas cette imbrication, ils appellent ça imbriquer les séquences, qui te permet de le faire aussi facilement. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai compris en très résumé, c'est tu synchronises tout, tu mets tout sur la même piste avec toutes les pistes que tu as de tes différentes caméras, de tes différentes caméras et tes différents micros. Et après, tu choisis juste qui intervient à quel moment, sachant que les micros, c'est tout le temps, c'est ça. Tout le temps ouvert. Et tu as même des logiciels qui sont encore plus poussés, que là je vous donne, ça peut vous servir énormément, qui sont pas trop chers, qui s'appellent AutoCut. Alors, la particularité par exemple d'AutoCut, c'est qu'il faut avoir un abonnement Premiere Pro. Donc ça implique d'avoir les deux. Mais AutoCut, il a un logiciel qui est magique là-dessus. Il y en a d'autres qui existent, des extensions. Si vous cherchez extension Premiere Pro, montage podcast, vous pourrez les trouver facilement. Il y en a un deuxième, je sais qu'il y a du bleu dans le logo, mais je ne me souviens plus du nom, où en fait, tu dis par exemple, cet audio, il correspond à la personne A. Et en fait, ça va te demander les audios 1, 2, 3, 4 à qui ils correspondent, les vidéos 1, 2, 3, 4 à qui elles correspondent. Donc tu dis, le A1, audio 1, il va avec la personne V1. Sur la vidéo 2, on voit la personne 2 et 3, par exemple. Et sur la vidéo 3, on voit que la personne 4. Et là, en fonction de qui parle, ça va me mettre le bon plan directement. Juste, tu fais lecture et ça te fait le montage, les changements de plan, les trucs en fonction juste de la piste audio parce qu'il est en mode, si il y a de l'agitation sur cette piste audio, c'est que cette personne parle, donc je la mets à l'écran. Et là, ça te fait tout le montage du podcast en un clic. Tu as vraiment 0 seconde de montage. Et c'est des trucs où AutoCut, je pense, ça coûte 10-15 € par mois. Tu vois, donc c'est pas cher, ça peut te faire… Sachant qu'il faut déjà l'autre… Voilà, c'est ça. Donc ça s'additionne à l'autre. Mais après, c'est toujours pareil. Dans l'entrepreneuriat, on dit souvent, il faut voir combien de temps une tâche, elle te prend. Imaginons si le montage d'un épisode, ça te prend 10 heures. Et que tu en fais un par semaine et que ça te prend 40 heures par mois. Si au lieu de 40 heures par mois, ça te prend plus que, on va dire, on passe de 10 heures à 1 heure par épisode, ça te prend 4 heures. Tu économises 36 heures par mois. À combien est ton taux horaire? Est-ce que tu es prêt à payer 50 ou 60 € par mois pour gagner 35 heures par semaine, par mois, pardon. Si oui, tu prends les logiciels. Si ton temps vaut moins de 3,50 € de l'heure, tu continues de le faire à la main, quoi. Moi, ma team, elle est choisie, quoi. Je prends le logiciel et puis je me concentre sur autre chose. Oui, c'est normal, carrément. Ok, mais ça, c'est des bons tips à avoir. C'est vrai que, surtout que nous, on est vraiment 3… En plus, vous pouvez diviser les frais par 3, tu vois.
C'est vrai qu'on est, on est 3, on peut diviser les frais. Ça fera 20 € max par personne, je pense, tu vois, sur ce genre et de en truc. plus, on s'y connaît pas du tout en montage, donc c'est des prises de tête, je pense, à chaque coup. Mais je pense qu'on va commencer par un logiciel traditionnel et après, petit à petit, évoluer parce que c'est quand même bien de connaître le petit truc, mettre les mains dans le cambouis au tout début, je pense. Alors, Et oui et après, non. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien, tu vois, c'est comme. En fait, c'est un peu comme les gens qui disent non, mais la calculatrice, c'est bien de se taper 256 x 54 à la main. Oui. Je vais te dire, bah écoute, si ça te satisfait de te le taper à la main, Oui. tu peux te le taper. Mais aujourd'hui, la calculatrice, tu iras beaucoup plus vite. Oui, c'est Mais ça. tu peux faire les deux. Mais souvent, ce qui peut être le risque, si vous attaquez comme ça avec du CapCut gratuit ou vous dites je veux me le taper une fois pour de vrai, c'est que vous soyez dégoûté. Oui, c'est dégoûté. Parce que assez vite. honnêtement, tu t'es jamais tapé un logiciel de montage. Tu te tapes un multicam avec 4 pistes audio. Dis-toi que moi, les premières fois que j'ai fait ça, ça faisait 4-5 ans que je faisais du contenu. J'avais déjà fait 500 ou 1000 vidéos. Ah oui. Okay. Après, ça se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis tapé plein de contenu et du coup, j'y suis allé progressivement. Et je m'en suis fait une montagne. Et au final, c'est très simple. Honnêtement, demain, je t'explique comment on fait. Tu le fais, mais facilement. Okay. Mais c'est juste que, en fait, c'est le côté boring et répétitif, tu vois. Oui. C'est-à-dire que c'est très long, chiant, fastidieux. Et donc, comme si ton épisode il fait 1 heure, tu vas y passer 10 heures, tu vas te dire, mais putain, 10 heures pour 1 heure de résultat, flemme. Alors que tu as des outils où tu le fais en 10 minutes. Dans tous les cas, c'est clair, de nous 3, il n'y a personne qui veut le faire. Et ce sera la première chose qu'on va déléguer si jamais on voit que genre, le podcast, ça marche bien, qu'on arrive à... Même si sans se sortir de revenus ou quoi que ce soit, c'est juste le... Non, mais si tu veux le déléguer, justement, après souvent on dit souvent il faut déléguer ce qu'on maîtrise, mais au contraire, le délègue pas à un prestataire, délègue-le à l'IA et fais-le à toi avec l'IA. Parce que je pense que tu le délègues à un prestataire, il va facilement te facturer beaucoup plus cher que ce que te coûte la licence. Tu vois, j'arrive à te dire, ah, l'épisode multicam, entre 100 et 500 € par épisode. Ah ouais, ok. Bah, en fait, c'est du temps humain derrière. J'ai connaissance du milieu. Voilà, et lui, en fait, souvent, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, quand tu payes une prestation, tu achètes du temps. Et si les gens, tu achètes du temps et de l'expérience. Donc le gars, dans son expérience, il va prendre en compte le fait qu'il connaît ces logiciels un peu tricky. Et lui, il va te dire, bah, ça me prend 10 heures à 30 € de l'heure. Alors qu'en soi, ça prend 1 heure. Oui. Après, ça se trouve, il le fait vraiment à la main, il ne connaît pas les logiciels, tu vois, c'est possible aussi. Mais honnêtement, moi, je serais vous. Première chose que je fais quand vous voulez investir, c'est pas je le délègue, c'est je le fais avec l'IA pour aller 10 fois plus vite. Dans les AutoCut, ça a l'air bien. Ouais, non, c'est un truc de fou. Moi, dis-toi qu'aussi, moi, je m'en sers parce qu'il y a 2 options dans AutoCut. Alors, celle du podcast, je suis sûr à 90% que ça le fait. Parce que c'est des nouvelles options qu'ils ont mises, mais je les ai jamais testées. J'utilisais un autre logiciel dont j'arrive pas à me souvenir du nom, mais comme je t'ai dit, tu tapes les mots, tu le trouveras. Par contre, AutoCut, ça sert aussi à un autre truc. C'est typiquement, moi, quand je fais des vidéos au format vertical pour les réseaux sociaux, c'est par exemple, je vais avoir mon script à côté et je vais dire ma première phrase, par exemple, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais me figer, je vais lire la suite, je vais me remettre face à la caméra pour parler de YouTube. Et en fait, AutoCut, c'est un truc où ça cut tous les blancs. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire ta vidéo où tu parles pendant 5 minutes face caméra et tu mets des gros blancs. Bah en fait, juste tu cliques sur un bouton, ça te cut tous les blancs et ça te fait le « Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de YouTube » comme si tu n'avais jamais mis de blanc. S'il y en a qui veulent voir, moi, tous les shorts que je fais, souvent, il y a un script où soit je mets des gros blancs et la vidéo, à la fin, elle fait 1 minute 15 ou 1 minute, 2 minutes. Mais au final, je suis resté 5 minutes devant la caméra. Juste, les gens ont l'impression que tu débites one time, en one shot le truc, alors que pas du tout. Ok. Bon, sur cette partie, ça m'a quand même bien éclairé sur la partie technique en tout cas, parce que c'est vrai que c'était notre plus gros souci, savoir un peu comment s'y prendre. On avait aussi maintenant la question de la stratégie, parce que c'est vrai que là tu viens de parler des formats courts et tu viens de dire format vertical. C'est vrai qu'on n'a pas prévu de faire de format vertical alors qu'on veut quand même faire des shorts. Alors, pour les shorts, tu as plein d'outils. Tu as un outil que je peux vous donner et que je vous donne aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager des outils si vous en avez dans les commentaires. Mais ça s'appelle Opus Clip. Alors, ça a une version gratuite et une version payante. Mais Opus Clip, c'est un logiciel qui est vraiment magique pour ça. Tu mets ta vidéo au format long et ça va te faire des clips au format vertical et sous-titré. Ah oui, carrément. La totale. Typiquement,
moi, il y a des vidéos, enfin, quand c'était des shorts de ces vidéos longues, j'en ai fait il y a 1 an peut-être, pas mal, bah, ça me faisait des shorts automatiquement, c'était ça que j'utilisais. C'était vraiment, tu mets le lien de ta vidéo, et le pire dans le sens meilleur, c'est que ça va t'en faire entre 20 et 30, Et tu ça va te les choisis, classer avec une note sur 100, et ça va te dire, l'accroche, on lui met un A+, le contenu, on lui met un B-, machin, et il va t'argumenter pourquoi il a mis cette note-là, en fonction des propos que tu tiens. Énorme. Non, mais c'est des trucs de fou. Et parfois, il fait Ok. même du coup typiquement, si tu as un plan large où il y a les 2 personnes, typiquement, il va zoomer sur toi et quand l'autre personne parle, elle va zoomer sur l'autre personne. Sur l'autre Enfin, personne. il fait les resize tout seul, c'est des trucs de fou. Donc, vraiment, ça, c'est un truc où tu le mets, ça te les fait. D'accord. Donc, si tu veux faire, on va dire, de la publication en masse de shorts d'un contenu long que tu as fait, parce que pour l'acquisition, c'est vrai que le format podcast, C'est ça aussi, l'acquisition. soit le nom de la personne fait parler, Mm. c'est-à-dire qu'il est déjà Oui. connu, il va en parler sur ses réseaux et derrière ça va vous faire de la pub. Soit la personne est inconnue au bataillon, mais elle a quand même des choses intéressantes à partager. Nous, c'est plus Et ces là- personnes-là qu'on vise en plus. Voilà. Et là, du coup, à ce moment-là, en fait, si tu mets une vidéo format long sur YouTube, bah, tu n'as qu'une cartouche pour tenter de toucher les gens. Oui. Alors que si tu fais une format long et que tu fais 20 shorts de ça, bah, tu en as peut-être qui vont faire 10 vues, 50 vues, 100 vues, 1000 vues. Alors, une vue short, ça ne vaut pas une vue format long, mais c'est des bien sûr. gens qui s'éduquent à votre contenu, qui Oui, vous voient 1 fois, 2 fois, 5 fois. Et peut-être qu'il y a des gens, sur YouTube, tu as cette option-là, par exemple, tu peux lier un short à un format long. D'accord. Donc, ça veut dire que… Oui, tu vas le faire basculer en fait. Non, enfin, tu le fais pas basculer, mais en gros, quand il regarde son short, au niveau du titre de la vidéo, juste au-dessus, il y a une petite flèche avec le titre de ta vidéo auquel tu as lié. Et du coup, il peut cliquer dessus et ça le renvoie sur ton format long. Et ça peut être génial pour faire de l'acquisition parce que du coup, la personne clique et elle regarde peut-être un peu plus long, un peu plus du format long, et tu peux comme ça réussir à avoir petit à petit des gens qui regardent le format long. Mais ça, par exemple, les shorts, tu vois, au plus clip, c'est encore une fois, c'est un budget de, je sais pas, 10, 20, 25 euros par mois ou 200 euros à l'année. Souvent, ils font des réductions à l'année. Mais c'est le genre de truc où je l'ai eu à faire à la main. C'est-à-dire que comme j'ai commencé YouTube en 2017, il n'y avait pas tous ces outils d'IA, etc. J'avais recruté des personnes en stage de 2 mois qui m'aidaient sur ça, où je faisais des vidéos où je parlais à la caméra et ils devaient sous-titrer, donc faire le sous-titrage à la main. Rien que la partie sous-titrage, ils mettaient 1 heure par vidéo. Bah oui. Parce qu'ils faisaient les sous-titres à la main sur Premiere Pro et tout. Maintenant, ce qu'ils faisaient en 1 heure, on le fait en moins d'1 minute. Parce que du coup, tu appuies sur un bouton, tu as des outils comme Submagic aussi, S-U-B Magic, où là, ça te fait que les sous-titres. Alors, peut-être ils ont mis des nouvelles options depuis, parce que j'ai vraiment été parmi les premiers à utiliser ce logiciel. On était même en groupe WhatsApp avec le fondateur et tout. Et depuis, après, j'ai arrêté parce que j'ai eu d'autres outils et j'utilisais moins ces outils-là. C'est-à-dire que j'étais moins sur des vidéos un peu format long où je devais extraire des shorts. J'étais plus sur soit je fais des shorts originaux, originaux dans le sens contenu original qui n'est pas un extrait d'un autre, soit je fais du format long, mais je faisais plus du format court de format long. D'accord, oui, c'est ça. Parce que nous, le but, il y a aussi cette contrainte de temps, c'est-à-dire on a tous nos occupations à côté, on suit des études à côté et tout. Donc, on n'est pas prêt non plus à faire énormément de création. Ouais. Mais le but, c'est d'arriver à faire un gros podcast, par exemple, toutes les semaines et demie ou toutes les 2 semaines. Okay. Et après, du coup, décliner ce podcast en short. Bah, typiquement, ouais, ça se fait. Et un autre conseil au niveau de l'organisation, alors, vous verrez, vous avez plusieurs choix. C'est-à-dire que soit vous allez investir dans le matos, trouver un lieu sympa pour le faire et tout, soit parfois, il y a aussi des lieux qui existent. Bah, nous, on est situé à Toulouse, mais parfois, si vous avez des grandes villes à proximité, où il y a des studios de podcast déjà full équipés. Et ça, que ce soit que tu choisisses cette option-là en full équipé, où ils ont déjà tous les micros, toutes les cams, tous les trucs, enfin, c'est limite, tu viens, tu discutes, tu repars. Ou soit tu le fais avec du matos dans un lieu de ton choix. Ce que je te conseille, c'est d'essayer toujours de faire plusieurs tournages en une journée. C'est-à-dire de batcher la création de contenu. Souvent, on se dit, je vais déjà essayer de démarcher une personne, je fais une personne et puis voilà. Bah, si vous louez un lieu à la journée ou à la demi-journée, même si à la journée, souvent c'est plus intéressant financièrement, ou que vous voulez réunir votre groupe plus des gens, c'est mieux de se dire, je ne sais pas, honnêtement, je pense que vous pouvez en faire 3, ça dépend de la durée du podcast, mais 3 dans la journée en vous disant, bah, on en fait un de 10 à 12 avec un groupe, de 12 à 13 on mange, et 13, 15, 15, 17, on en fait un autre et un autre. Et vous faites 3 podcasts dans la journée, et si vous postez toutes les 2 semaines, vous avez 1 mois et demi de contenu d'avance. Oui. Et tu te réunis une fois tous les 1 mois et demi. Plutôt que d'être toujours dans le rush à te dire,
ah, une semaine on se voit pas, une semaine on se voit, une semaine on se voit pas, une semaine on se voit. C'est vraiment batcher la création de contenu, proposer, ça tu m'as dit que c'était ok pour la partie réussir à démarcher les personnes que vous allez vouloir avoir et proposer la même date à tout le monde à des créneaux différents pour réussir à enchaîner les interviews. Alors oui, pour vous c'est du sport, il ne faut pas vous mélanger dans les profils, il faut réussir à rester focus 6 heures. Par exemple, si c'est des podcasts de 2 heures, mais si c'est déjà 1 heure, ça fait 3 fois 1 heure. Donc c'est un exercice mental et d'énergie. Mais après, une fois que vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va être tranquille. Va le faire, puis on va être captivé par la chose. Mais, oui. Mais c'est vrai que venir mutualiser tout ça, c'est plus simple et ça va être d'une part plus simple et en plus plus économique, je pense, financièrement. Ah, mais c'est sûr. En temps, en argent, c'est forcément plus économique. Et en plus, ce que font, même pour avoir personnellement tourné avec Squeezie et tout, quand on avait tourné le cache-cache dans la U Arena, il avait privatisé la U Arena, c'était un tournage à 200 ou 300 000. Il a fait 2 épisodes, hein. Il en a tourné un le matin pendant 4 heures, un l'après-midi pendant 4 heures et on a tourné toute la journée. Oui, c'est vrai, ça se voit sur les créateurs de contenu, sur leur contenu. Ah oui, mais ça se voit que c'est le même décor, mais typiquement, tu vois, je donne des cours dans des écoles parfois sur tout ce qui est stratégie, social media, réseaux sociaux. Et je l'ai dit pas plus tard que la semaine dernière à une école, à des étudiants, parce que quand je leur parle de mon parcours, je leur parle aussi des tournages où j'ai participé. Et je leur ai dit, ils me demandent, mais vous avez fait l'épisode 1 ou 2 Et je leur ai dit, les deux. Ah ouais? Je fais oui, c'est tourné le même jour. Ils étaient surpris. Ils ont tourné le même jour. Mais c'est vrai, quand tu vois d'un œil créateur et coulisses, tu te dis, mais c'est impossible de. Tu mets tout le monde, tu t'en vas et tu reviens 2 semaines plus tard, on reprivatise la rue Arena. Différemment, juste ils changent de costume. Ouais, c'est ça. Parfois, ils font ça à la rigueur entre 2 épisodes, tu vois, ils changent de vêtements s'ils veulent. Mais on le voit même, les créateurs de contenu, entre eux, ils mutualisent. J'ai l'impression quand. Moi, je regarde plus de contenu sur, par exemple, des voitures, des choses comme ça. C'est vrai que quand ils privatisent un circuit, il y en a un qui fait sa vidéo pendant 1h30, l'autre il fait sa vidéo pendant 1h30, mais ils mutualisent la chose parce que en fait c'est trop coûteux aussi. C'est ça. Et quand tu vois pour avoir une date, je pense c'est pas facile pour avoir une date. C'est très cher pour privatiser à la journée, donc je pense qu'il vaut mieux que, eux c'est leur intérêt. Et s'ils sont à 5 créateurs et que ça coûte, je dis 2500, ils préfèrent mettre 500 € de budget chacun, tourner 1 ou 2 vidéos et le faire tous les 6 mois plutôt que se dire faut que je réfléchisse à 10 vidéos, je paye 2500 d'un coup et il faut que je tourne tout en une journée. Tu te flingues. C'est trop dur. C'est trop dur, ça fait beaucoup de travail, c'est pas raisonnable. Ok. Attends, on était sur quoi du coup? Là, on était plutôt sur la partie technique, du coup les logiciels, le fonctionnement. On a parlé caméra, on a parlé sous-titrage, vidéo verticale, un peu peut-être la stratégie réseaux sociaux du coup. Stratégie réseau, c'est ça, parce qu'on ne sait pas exactement sur quel réseau se lancer, sur quel réseau être visible. Moi, je vous dirais honnêtement, alors vu que vous êtes sur un podcast qui est assez pro, déjà la première chose que je ferais, alors ça prend du temps en plus, mais c'est de communiquer un peu sur LinkedIn. Tu vois, en fait, c'est-à-dire comme vous visez des pros, ce serait faire de la création de contenu où vous montrez les coulisses de préparation des épisodes, montrer que ça se passe bien, que les gens sont contents de venir et vraiment mettre en avant aussi les avantages qu'ils ont à le faire. Vous pouvez jouer aussi, vu que vous voulez faire des interviews vous voulez le faire en présentiel ou distanciel? Présentiel. Ok, présentiel, vous pouvez jouer sur un côté local, toulousain. Vous pouvez le mettre dans le nom du podcast d'ailleurs, ou trouver dans la DA le côté un peu Toulouse. Et comme ça, en fait, il faut que les gens qui veuillent participer à votre podcast se rendent compte à quel point c'est une bonne chose pour eux, donc les bénéfices, mais aussi c'est quelque chose de personnalisé et personnel, avec le côté Toulouse, Toulousain, Sud, etc. Que ce n'est pas un truc froid et mondial, etc. Parce qu'après, si un jour vous êtes obligé de faire un truc en distanciel pour un épisode parce que la personne n'est pas là, tu as un outil qui s'appelle Riverside et c'est vraiment le meilleur outil en ligne pour faire des podcasts parce que ce Riverside, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'idée d'un Google Meet. Sauf que la différence avec Google Meet, c'est qu'au lieu d'enregistrer ton écran de podcast, enfin ton écran d'ordinateur et d'enregistrer le son de la personne par ton ordinateur, ça va enregistrer ta caméra et ton son. Et ça va enregistrer de son côté à lui sa caméra et son son et ça va additionner les deux. D'accord. Okay. Et du coup, comme ça, tu es en qualité maximum. Parce que sinon, c'est toi qui enregistres par, par la retour visio, son. Et tu sais, souvent, c'est pas très qualitatif ou il peut y avoir des bugs et tout, alors que là, c'est comme si chacun était avec son micro de son côté. Et en fait, ça les additionne et ça donne une qualité de fou. Je lui envoie un micro par la poste, il le branche à son ordi. Et puis... Non, mais souvent, même juste son micro, enfin, s'ils ont des micros de base, ça suffit. Ou soit même les micros de téléphone, tu sais,
les écouteurs filaires. Soit il y a un micro, c'est largement suffisant pour faire le taf sur un truc distanciel, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que l'option du distanciel, on se l'est pas trop posé pour le moment. Parce qu'on s'est dit, on va interviewer des gens qui sont en fait aux alentours, des gens qu'on peut croiser. On a quelques idées de commerçants dans Toulouse, des choses comme ça. C'est sûr que pour l'aspect humain, c'est beaucoup mieux de le faire en vrai, et même pour l'aspect réseau. Après, pour l'aspect simplicité, c'est sûr que le distanciel, je pense que c'est le plus facile parce que c'est un logiciel, tout est en un, etc. Mais ça peut dépanner à l'occasion. Mais on vraiment, sera peut-être amené à le faire, carrément. Mais c'est vrai que c'est une option qu'on n'a pas étudiée, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est possible de le faire aussi. Ouais, il y a tout qui est possible. Et après, sur la stratégie social média, du coup, sur les plateformes LinkedIn pour communiquer un peu là-dessus, pour rassurer les pros côté pro, tu vas parler de pro à pro. Mais après, la deuxième source qu'ils vont parfois regarder, c'est vous avez combien d'abonnés, de vues, de machin. Et à ce moment-là, moi, je ferai la classique TikTok, YouTube, Insta, les 3 plateformes avec que du format vertical. Typiquement, tous les shorts que tu vas faire de tes vidéos. Donc, j'utilise souvent pour les gens qui regardent la vidéo les termes de vidéo horizontale, vidéo verticale. Vidéo horizontale, pour moi, c'est vidéo YouTube, donc comme ça. Classique. Et vidéo verticale, c'est pour résumer TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, pour éviter de dire non, vidéo verticale, horizontale. Et du coup, tu mets tous tes petits extraits verticaux sur tes plateformes verticales et sur YouTube, les deux, la horizontale et les verticales qui suivent, où tu peux en envoyer en rythme. Si tu fais un podcast toutes les 2 semaines, par exemple, tu peux l'envoyer, peu importe l'heure de publication. Alors, souvent, il y a cette question aussi, est-ce qu'il y a une heure optimale pour publier, tout ça? Ouais, c'est vrai que c'était une question que j'avais. L'heure optimale, il n'y en a pas vraiment. C'est mieux de publier sur un week-end où les gens sont dispo ou un soir à 18h plutôt qu'un jeudi à 4h du matin. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 10 ans, les réseaux sociaux ne sont plus historiques, ils sont algorithmiques. C'est-à-dire que dans le sens où, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Insta, même si tu as connu Insta à l'époque où quand tu scrollais, tu retombais sur un pattern de publication que tu avais déjà vu. Et du coup, tu étais en mode « Ah, j'ai déjà vu, je ferme l'appli ». Maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible. Tu ouvres 2 fois Insta, tu n'auras jamais 2 fois le même feed. Pourquoi? C'est pas, je savais pas du tout. Si, ils l'ont fait pourtant parce que du coup, sinon, les gens, quand ils arrivaient à la fin, ils voyaient que leurs amis. C'était dans l'ordre. Donc, quand ils revenaient sur les mêmes publis, ils fermaient l'appli, ils partaient. C'est ça. Alors que maintenant, comme c'est algorithmique, ils essayent de montrer le bon contenu aux bonnes personnes. Oui, c'est ça. Donc, peu importe quand tu as sorti ta vidéo, si elle est bonne, que le titre et la miniature sont bons, parce que c'est ce qui est super important. Ça aussi, il faut qu'on en parle quand même. C'est petite miniature. Derrière, les gens cliqueront et regarderont. Comment on fait un bon titre, une bonne miniature? Alors, comment on fait un bon titre et une bonne miniature sur YouTube? Déjà, il faut toujours partir. Souvent, les gens se disent on fait d'abord le contenu, puis le titre et la miniature. Non. C'est d'abord, en fait, limite, ta miniature doit être faite avant de tourner la vidéo. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez beaucoup de créateurs de contenu et tout. C'est de te dire il faut que tu saches dans quelle direction tu vas. Et il faut que tu te dises mon titre et ma miniature donnent envie de cliquer. Et ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut être par analyser la concurrence, donc aller voir ce que font les autres chaînes de podcast et tu tries par vidéos les plus regardées. Donc tu peux trier dans l'onglet vidéo par les plus regardées et ça te montre du coup quelles sont les vidéos qui ont le plus de vues. Et là, tu peux essayer de regarder et de dire est-ce que c'est parce que la personne est connue? Est-ce que c'est parce que leur titre est accrocheur? Est-ce que c'est la miniature? Et souvent, on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. C'est tu vas regarder les concurrents ce qu'ils font et limite, tu reprends le titre et tu modifies un mot. Mais tu l'adaptes à ta personne. Par exemple, je sais pas, ce gérant de pizzeria, imaginons qu'il y a ce titre qui est devenu viral, ce gérant de pizzeria fait 30 000 euros par mois, comme ça. Et bien tu mettrais ce gérant de pizzeria fait 1 000 euros par jour, tu vois, ou fait 30 000, 35 000 euros par mois. Enfin, c'est vraiment, tu reprends le titre et tu modifies 1 ou 2 mots maximum. D'accord. Et tu pars là-dessus avec ta nouvelle miniature qui ressemble un peu. Il n'y a pas besoin d'innover. C'est-à-dire que souvent, les gens font cette erreur au départ de se dire, tu as 2 écoles. Soit tu en as qui disent qu'il faut innover, disrupter le marché, être complètement différenciant, tout ça. Alors que souvent, il faut juste essayer de se dire, est-ce que si ma vidéo est tombée au milieu des vidéos du grand youtubeur ou des grands gens qui font la même chose, la personne il verrait que du feu sur la miniature et se dirait je clique dessus pour regarder. Et après, elle se rendra compte qu'au niveau qualité, c'est pas forcément la même chose. Mais si sur le fond, le sujet l'intéresse, moi, il y a des gars que je suis en termes de podcast. Vous pouvez les regarder sur Internet. Ça s'appelle le Wizard Podcast. C'est 3 gars. Ouais, Wizard comme les sorciers en anglais, podcast. Ces 3 gars, ils se filment en distanciel et ils discutent entre eux de sujets. Ils ont des invités chaque semaine.
Et du coup, tu as leurs 4 cams avec leurs 3 cams à eux et la cam de l'invité. Alors, ils sont pas dans un studio de fou, ils sont chacun chez eux tranquille en train de tourner. Mais genre, à chaque fois, ils ont des invités de fou qui font des trucs incroyables. Et je les suis pour le fond et pas la forme. C'est-à-dire que pour la forme, je regarderais plus, je sais pas, un Sans Permission ou d'autres trucs où c'est en mode full réal, etc. Mais eux, pour le fond, ils sont super pertinents. Ils ont 10-12 000 abonnés, tu vois. Et c'est bien parce que eux, ça sert aussi leur projet. C'est-à-dire que eux, ils sont spécialisés dans le SEO. Et du coup, eux, dans leur description de vidéo YouTube, ils vendent leur formation et leur accompagnement SEO. Donc les gens qui viennent parfois pour découvrir les autres, découvrent leur service à eux. Ou à force d'écouter le contenu, ça aussi c'est quelque chose qu'on sous-estime avec le format podcast, c'est que quand les gens se mettent à écouter ton podcast, ils passent beaucoup de temps avec toi. Parce que ce n'est pas des vidéos de 5 minutes, c'est des vidéos d'1 heure, 2 heures. Et du coup, tu as l'impression, un peu les relations parasociales, de comprendre, les gens vont comprendre comment tu réfléchis, comment tu penses, comment tu t'exprimes. Et ils vont accrocher avec ta vision. Et ça, c'est le truc le plus fort, c'est quand tu arrives à avoir des gens qui accrochent avec ta vision, mais là, c'est gagné, quoi. Parce que du coup, ils sont en mode, ok, je veux travailler avec cette personne ou je veux passer sur son podcast. Et après, tu peux même limite facturer pour que les gens passent sur le podcast. Tu peux vendre tes prestations, tes services. Que j'avais aussi. Ouais. C'était, comment rentabiliser financièrement le podcast? C'en était une autre. On découvre les questions. On peut commencer par comment rentabiliser le podcast, carrément. Alors, pour le podcast, il y a plusieurs options. La première, c'est que les systèmes comme TikTok, YouTube, Insta, principalement TikTok et YouTube, il y a un système de monétisation des vidéos. Donc là, tu es payé en fonction des vues que tu fais. Sur TikTok, il faut que tu aies 10 000 abonnés et que tu fasses des vidéos de plus d'1 minute. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est un système intéressant où tu es payé aux alentours des 20-30 centimes les 1000 vues. Donc, si tu as une vidéo qui fait 1 million de vues, je crois que tu es du coup aux alentours des 300 €. Tu vois donc, si tu as un short qui pète de temps en temps, ça peut être sympa. Oui, ça peut être. YouTube, il faut que tu aies 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire que les gens aient regardé au moins 4000 heures tes contenus. Tu as de la chance, ou c'est plutôt un avantage qu'avec les formats longs, souvent les gens restent longtemps. Donc dans l'idée, là où tu as des gens qui font des vidéos de 5 minutes et les gens restent 50% de la vidéo, ils font des 2 minutes 30 de watch time. Moi là, je lance une nouvelle chaîne YouTube sur une thématique où je fais des vidéos comme ça qui font 5-10 minutes. Du coup, ma chaîne, elle fait 10-15 heures de watch time par jour. Mais du coup, après, ça monte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'atteindre 4000, il va falloir un peu de temps. Si je faisais des trucs d'1 heure, ou soit des gens, ils font parfois des chaînes un peu lo-fi, ça c'est un autre truc, mais tu vois, ou des chaînes révision, study with me, ou mettre des trucs de 3-4 heures, là, tu peux très facilement engranger les 4000 heures. Et là, tu es monétisé en fonction de ta thématique. Et là, par exemple, dans le podcast business, tu es super bien monétisé dans le sens où tu as un RPM, donc le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues, qui varie entre 1 et 15 €. On dit toujours 1 € les 1000 vues, mais en fait, ça peut aller jusqu'à 15 € les 1000 vues. Ah oui, quand même. Et ce qui fait que le revenu change, c'est la thématique dans laquelle tu es. C'est-à-dire que ce qui fait que le revenu change, en fait, c'est combien les annonceurs et les pubs vont être prêts à payer pour passer devant ta vidéo. Typiquement, tu fais du grand public ou à destination des enfants, tu vas peut-être avoir une pub Jouet Club pour un jouet à 50 balles. Jouet Club, ils ne vont pas payer plus de 50 balles pour que le jouet fonctionne, ou la marque qui a créé le jouet. Alors que si tu as, imaginons, une chaîne sur l'immobilier, si la pub, c'est un gars qui a réussi dans l'immobilier, qui a 80 biens et qui t'accompagne à acheter ton bien, si tu as 200 000 € de budget, je pense que tu es prêt à mettre 5 000 € dans un accompagnement avec lui pour bien choisir ton bien. Et du coup, si son produit vaut 5 000 €, lui, il est prêt à payer 30 € les 1000 vues ou des trucs comme ça. Parce qu'à 5 000 €, il rentabilise. En fait, c'est en fonction de l'annonceur, du coup, au début, au milieu de ta vidéo ou à la fin. C'est ça, c'est la pub. Et ça, c'est en fonction de la niche et la thématique dans laquelle tu vas être. Donc, podcast business, tu peux être sur un RPM à 2, 3, 4, 5 €, voire plus, à voir. Donc ça, c'est une des sources de monétisation. Souvent, ce n'est pas la plus grande, mais elle fait partie des sources de monétisation que vous pouvez avoir. Après, la deuxième que tu vas avoir, ça va être tout ce qui va être affiliation. Donc souvent, ça c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui est très très fort. C'est typiquement les gens que tu interviews, parfois ils ont des services ou des produits à vendre. Et en fait, tu prends un pourcentage sur ces ventes. Et tu as des plateformes comme ça où tu as parfois des gens, typiquement sur le Wizard Podcast, ils le font. Les gens qu'ils invitent, ils mettent en avant leurs produits à eux, aux invités. Et souvent, tu vois, avec notre code de réduction, tu as moins 10%. Mais au-delà des moins 10% pour la personne, eux, ils prennent 20% de commission, ou 30%, ou 15%. Et entre guillemets, tu peux faire de l'argent grâce au fait que les gens viennent. Et ça aussi, c'est un avantage à mettre en avant, souvent pour les commerçants. Alors, ça dépend si c'est des commerçants physiques ou digitaux. Mais s'il y en a qui sont en digital, tu peux mettre ça en avant. En mode, on va mettre un lien qui redirige vers vos produits, on peut mettre en place un partenariat. Vous venez une fois faire une interview, et elle reste à vie sur les réseaux, ça vous fait de la com, de la pub, tout ça. Et eux, ils voient directement les avantages. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose,
ça va être tout ce qui va être sponsoring. Donc là, c'est une marque qui va vous sponsoriser au niveau du podcast. Donc ça peut être plus complexe à mettre en place, sauf si tu as du réseau ou des gens que ça intéresse. Donc ça peut être une marque que tu mentionnes à chaque fois. Ça peut être mettre leur logo sur vos micros, tu vois. Donc comme ça, ils sont constamment visibles ou au montage, ils sont insérés en haut, en petit, quelque part, un peu comme un logo de chaîne de télé. Donc voilà, ça c'est des choses où il y a des marques qui peuvent payer pour de la visibilité ou pour associer leur image à une marque ou une entreprise ou quelque chose qui partage leurs valeurs. Okay. Et derrière, ils vont se dire, ok, c'est un projet, on veut suivre. Typiquement, j'ai un pote créateur de contenu. À une époque, il avait une chaîne TikTok, enfin un compte TikTok sur le domaine du sport et des activités physiques, le fait de bouger, sortir dehors, jouer dehors, tout ça. Et il avait contacté le Décathlon de Toulouse et ils avaient essayé de leur proposer un projet un peu original qui était faire un marathon dans un décathlon. Ah ouais, ok. Et du coup, ils ont couru un marathon dans un décathlon. Et comme ça s'était bien passé, qu'ils l'ont fait, que la vidéo elle avait fait plusieurs centaines de milliers de vues et tout, bah, le décathlon leur avait ouvert la porte pour tous les autres. Ils ont dit si vous voulez le faire dans d'autres villes en France, vous me demandez, vous avez feu vert. On peut aller voir les autres décathlons. Voilà. Okay. Et du coup, là, ça leur permettait d'avoir du contenu. Ils avaient pu offrir un bon d'achat de 100 € pour leurs abonnés, tout ça. Enfin, voilà. Parfois, par exemple, là, ils ne sont pas rémunérés directement, mais ça leur permet d'avoir un contenu encore plus qualitatif qui, du coup, derrière, ce contenu leur ramène de l'argent. Okay. Tu vois, typiquement, ça pourrait être, pour le cadre du podcast que vous avez, imaginons, alors je te donne des grandes idées, mais à voir ce que tu peux faire, c'est un lieu, un resto ou un château ou un endroit assez beau qui accepte de vous accueillir pour enregistrer le podcast. Ouais, typiquement. Une vidéo avec Roxane comme ça. C'est ça. On avait fait une vidéo sur la chaîne YouTube et du coup. Pas avec Roxane. Non, oui, c'est pas grave. Et j'ai skippé. Voilà. Mais du coup, ça permet d'avoir accès parfois à des lieux ou de faire des interviews dans des cadres assez sympas. Et les gens peuvent te prêter le lieu. Toi, ça te donne une image plus pro. Toi, tu profites du cadre et tu en parles et tu les mets en avant dans une vidéo. Okay. Parfois, ils t'invitent aussi en retour. Donc, on va dire que pour résumer, il y a tout ce qui est affiliation, il y a sponsoring, et après monétisation, partenariat, monétisation. Et il y a aussi la dernière option qui est vendre ses propres produits. Oui, c'est typiquement, c'est vous allez lancer une gamme de produits ou quelque chose. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles. Oui, mais en fonction des besoins, mais c'est pas le. C'est pas le plus facile à faire. Donc pour moi, c'est un truc que tu fais quand tu as vraiment une audience. Donc pour moi, au début, c'est plus tout ce qui va être affiliation avec ceux qui vont venir et monétisation. Quand tu es plus avancé, tu sors un produit, que ce soit un livre, un produit digital, etc. D'accord. Une autre question, c'était par rapport aux intervenants qu'on fait venir du coup, sur notre podcast. En termes de droit de la propriété intellectuelle, on va dire. C'est-à-dire, est-ce que tu as des décharges à leur faire signer, des choses comme ça on va dire que pour te baquer, tu peux leur faire. Enfin, tu génères sur ChatGPT, génère-moi un contrat de droit à l'image, tu l'imprimes, tu lui fais signer, tu le signes aussi, tu lui dis que c'est le process. C'est juste histoire de ne pas avoir d'emmerdement. Mais souvent, si la personne vient sur le podcast, c'est que ça va être filmé, tout ça. À moins que tu la fasses partir sur des sujets qu'elle n'a pas envie d'aborder la personne, il n'y a pas de raison que les gens soient en mode non, finalement, je change d'avis, je ne veux plus apparaître. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc, moi, je serais toi, tu lui fais signer le droit à l'image le jour où la personne elle vient avant de tourner le podcast. Elle est sur place et tout. Tu ne lui fais pas signer 2 mois avant ni 2 mois après, c'est juste avant de tourner. Tu fais au fait, on signe une lettre des charges pour le droit à l'image. C'est juste, on est obligé. C'est ça, parce qu'après, si jamais la vidéo génère des revenus, on va dire. La personne peut potentiellement demander des Alors, en théorie, elle pourrait, mais après, souvent les gens, le deal, il faut qu'il soit clair dès le début. Et eux, entre guillemets, ils s'en foutent de la. Parfois, ils ne savent même pas que ta vidéo est monétisée. Oui, c'est ça. Ils sont juste en mode je viens, ils savent ce que ça leur apporte, tu leur as expliqué des bénéfices. Donc, crois-moi, entre avoir une vidéo tout en un faite et aller gratter 10 €, 20 € par là, ils vont un peu voir la faut vraiment que tu tombes sur un profil un peu crevard, faut qu'ils soient en mode donne-moi 10 € de ta monétisation YouTube. Si c'est des chefs d'entreprise, tu sais, il y en a. Ouais, justement, il va préférer faire du business avec toi et mettre en place de l'affiliation. Là, ok, il est en mode ok, mais mes produits en avant, je te donne un pourcentage, tu vois. C'est un sujet de vidéo qui va bientôt sortir, qui sera peut-être sorti au moment où celle-ci sortira. Mais moi, pour la formation en entreprise, j'ai formé une entreprise sur tout ce qui est réseaux sociaux, utilisation, etc. C'est un contrat à 3 jours, 3 jours de formation en distanciel, je t'ai payé 2 700.
Et la personne qui m'a passé le contrat, je lui ai donné cette semaine 100 balles. D'accord. Quand je l'ai vu en vrai, je lui ai donné une enveloppe avec 2 billets de 50 comme ça pour lui remercier en mode apport d'affaires, tu vois. Pour lui dire, je t'ai pas obligé, elle m'a jamais demandé ça, la personne et tout. Mais je me suis dit, la personne, ça lui a pris 1 minute de son temps. Elle a parlé de moi à un gars parce que j'étais là au même moment. Elle a dit, ah tiens Lucas, est-ce que tu fais ça? Ouais, tiens, je te mets en relation. Et derrière, moi, ça m'a rapporté un contrat de fou. Donc je me suis dit, bah, c'est normal que je lui rende. Et en plus, la personne, en la récompensant, bah, je sais qu'elle va repenser à moi à chaque fois. Oui, c'est ça. Parce qu'elle m'a dit, j'ai mis en relation plein de gens, j'ai jamais rien touché, là c'est la première fois que je touche, qu'on me donne une commission ou quelque chose, bah, je suis bien content qu'on l'ait fait, crois-moi, je te le dirai pas. Il y en a qui se diront ouais, sur 2700 balles, 100 balles c'est rien du tout ou quoi. Ouais, après t'enlèves toujours ce qui est charge, etc. et tout, au final c'est presque comme si j'avais donné 5 ou 10%, tu vois. Oui, mais je veux dire, surtout c'est toi qui a fait le taf, quoi. Elle, ça lui a pris, en fait tu peux te dire, ça lui a pris 1 minute. Voilà, donc 100 balles pour si 1 minute, c'est rentable. Ça fait, si tu trouves que 6000 balles de l'heure, c'est pas assez payé, je comprends, c'est vrai que je l'ai arnaqué. 6000 balles de l'heure, j'aurais pu la payer plus. Mais si tu trouves que 100 € les 1 minute, c'est pas mal, écoute, n'hésite pas, si tu as des idées, viens, envoie-moi des DM. Non, c'est vrai que c'est bien payé. Mais ok, à part ça, j'ai pas, concernant plus, on va dire la DA, enfin essayer de trouver un fil conducteur sur un peu la mise en scène, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, déjà, avant de parler du fil conducteur, un autre truc qui est important sur le podcast, c'est l'accroche. C'est-à-dire tes 30 premières secondes. Donc ça, souvent les 30 premières secondes, soit tu as une présentation qui est explosive, dans le sens où tu mets en avant directement les chiffres en one shot, ou tu vois les trucs qui vont faire envie aux gens de rester. Soit c'est la seule partie un peu montage plus difficile, prendre les highlights du podcast et les mettre dès le début, pour que les gens voient de quoi ça va parler. Mais ça, l'accroche, c'est le plus important. C'est-à-dire que si l'accroche, tu vois, typiquement, là, je suis beaucoup plus énergique qu'au début de la vidéo. Il aurait fallu que je sois pareil tout du long. Mais au début, j'ai fait une mise en contexte, j'ai expliqué, j'ai dit ce que je faisais, etc. pour mettre un peu un chapeau, un titre, une grande section à ce qu'on fait. Et comme ça, les gens, ils savent en 30 secondes ce qu'ils regardent. Ils veulent rester, ils restent. Ils veulent partir, ils partent. Ok. Mais voilà. Ouais, donc c'est d'abord l'accroche. Mais c'est vrai que mettre les highlights, en fait, ça permet aussi de se dire… je vais voir ça dans le podcast. Je vais voir ça dans le podcast. Exactement. Moi, c'est vrai que dès que je regarde une vidéo YouTube qui est en fait un podcast, dès que je vois les highlights, ben en fait, dès que je les revois dans le podcast, je me suis dit, ah oui, lui, c'est vrai qu'il avait dit ça. Et souvent, du coup, les gens regardent plus longtemps parce qu'ils se disent, ils savent inconsciemment qu'il va y avoir ça, donc ils restent sur le podcast jusqu'à qu'ils voient ça. Donc ça, je pense que le highlight, c'est le mieux si tu arrives à le faire. C'est pas difficile. Enfin, c'est une fois que ton podcast est monté, tu sais dans quel ordre il a été fait. Tu cuts et tu mets tout au début, des extraits de 5-10 secondes. Enfin, même pas 5 secondes à chaque fois. Sur 30 secondes, tu en mets 6 de 5 secondes et puis voilà. Donc option 1. Option 2, si tu as un peu la flemme, mais je trouve ça important quand même de mettre plus les highlights, c'est dès le début de faire une mise en contexte de machin a un business de ça, il génère tant d'euros par mois, il s'est lancé il y a tant de temps et il va nous dévoiler toutes les coulisses, tous les secrets et aussi comment il s'est lancé. Donc si toi aussi tu as envie de te lancer dans le business physique ou machin, n'hésite pas à regarder ce podcast juste au bout. Et d'ailleurs, pour me présenter, je m'appelle machin et on se présente machin. Enfin, tu vois, tu mets directement le contexte avec un peu d'énergie, d'entrain, en mode présentateur de JT, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, et après, pour la vidéo en elle-même, l'accroche est essentielle, le plus important, parce que tu as beau faire des mini-jeux de fou après, avoir des bangers, des questions incroyables, etc. Si dans tes 30 premières secondes, ils n'ont pas capté de quoi tu parles ou que c'est pas intéressant, ils skippent. Et voilà. C'est le watch time, tu dis, qui est le plus important finalement. Exactement, le fait de maintenir l'attention des gens captifs sur ce que tu fais et de se dire, ok, ça m'intéresse, ok, j'ai envie d'en savoir plus. Okay. Et du coup, ça c'est le premier sur point. Le contenu en lui-même, hors accroche. Alors, tu as plusieurs choix. Soit tu pars sur une structure où, souvent le début ça peut être un peu la même chose, la personne qui va parler de son parcours, etc. Donc soit tu as des questions que tu poses toujours, un peu les mêmes questions aux mêmes personnes, soit tu te prépares, souvent ce qui se fait c'est en fonction du profil, tu l'étudies bien, tu prépares une liste de questions, peut-être 10 questions, ou 20, on va voir, et en fait en fonction de comment va la discussion, tu vas poser les questions qui sont sur ce sujet-là, pour éviter de faire des grands sauts. Alors tu as plusieurs choix, soit tu en as qui se font des arcs, un peu en mode, il va y avoir 3 grands thèmes, je sais pas, se lancer dans le business, l'activité de vendeur de pizza et relation vie pro, vie perso. Et tu vois, ils se disent, ok, je veux passer à peu près 30 minutes sur chaque
Et du coup, ils regardent un peu le timer vite fait, ils posent des questions, ils discutent et ils font des grands sauts de thèmes comme ça. Soit c'est une longue discussion du début à la fin et au fur et à mesure de comment évolue le sujet, il y a des questions qui s'improvisent sur le moment, qui rebondissent par rapport à ce que dit la personne. Et souvent, c'est un peu… Alors au départ, c'est rassurant d'avoir des notes, donc peut-être il peut y avoir quelques milestones ou des questions importantes que tu n'as vraiment pas envie d'oublier. Mais le reste, souvent, c'est si tu es en écoute active, la discussion est suffisante. Tu vois. Oui, carrément. Ouais, c'est le principe du… C'est vrai que moi, quand on l'avait fait dans le cadre de l'université, ce qu'on avait fait, c'était des grands thèmes. Et on avait prévu toutes les questions. Et finalement, quand on était au moment du podcast, on a fait les thèmes plus ou moins, mais on a posé les questions naturellement comme elles venaient finalement. Parce que c'est vrai que ça a enlevé de l'interaction, le fait de… En fait, quand tu pars dans un thème, la personne, vu qu'elle est passionnée par le truc, elle va continuer sur ce thème-là. Et on va arriver à un autre thème. Parce que petit à petit, qui est tout aussi intéressant, mais que tu n'avais pas prévu. Voilà. Mais le truc, c'est que on veut continuer à approfondir sur ce thème, donc on va un peu se décrocher de notre fiche tout en essayant de revenir de temps en temps. Mais je veux dire, ouais, de recadrer un peu. Mais en fait, le truc, c'est que si tu restes trop littéral sur les fiches, et même pour ceux qui nous regardent, il faudrait lancer un podcast, passez pas 4 ans à chercher les questions et à hésiter et tout. Listez-vous 3 questions, ça suffira. Parce qu'en fait, sinon, ça fait très interrogatoire. Et ça change la dynamique. C'est plus podcast, échange, discussion, partage. C'est très interrogatoire, question, oui, non, il se passait quoi, il se passe ça, etc. Et ça perd un peu en valeur. Et surtout, je pense que nos épisodes, ils pourraient paraître un peu similaires aussi. Si on commence à poser la tout même le temps question, les mêmes questions, les trucs comme ça, ça va devenir un peu trop redondant. Ton premier million. Quel âge, quel bac tu as passé. Ouais, non, ça peut être chiant et tout. Donc, vaut mieux rebondir avec ce qui se passe et de fil en aiguille à aborder des sujets, des questions et rebondir. Après, je crois que sur… Parce que là, du coup, pour faire un récap global, on a parlé un peu de toute la partie matos. On a parlé aussi de la partie logiciel, technique, montage, post-prod, de la partie organisation du tournage, de bien batcher et tout. Un dernier truc que je peux dire aussi en plus qui me vient, peut-être pour les gens aussi, même si tu m'as dit que toi c'était plus OK sur cette partie, si vous voulez avoir des invités sur votre podcast, au début ça peut être difficile peut-être d'avoir des gens connus, parce que souvent j'entends des gens, ils me disent « Ah, je veux lancer un podcast et je veux Léna Situation en première invité. Et je suis en mode « Bon, mon loulou, première invité, Léna Situation, dose un peu. » Mais souvent, ce qui peut passer, c'est commencer avec des gens de votre entourage ou des gens qui ont une audience plus petite, qui sont plus facilement atteignables, si jamais c'est des gens connus. Et de fil en aiguille, en fait, le fait de faire vos premières interviews, ça va donner du crédit au fait de faire les suivantes. C'est-à-dire que typiquement, vous allez avoir votre première personne. Une fois que vous avez eu la première personne, la deuxième, vous pouvez montrer ce que vous avez fait avec la première. Et ça va l'inciter. Ou parfois, dans les podcasts que font les gens, qui est aussi un petit trick sympa, c'est de dire qui t'aimerais voir au micro. Qui t'aimerait que ce soit la prochaine personne qu'on interviewe. Et du coup, comme ça, la personne va vous drop un nom. Et peut-être ça va faire des escaliers, c'est-à-dire que vous allez avoir A qui va vous recommander B qui va vous recommander C qui va vous recommander D, et D qui va vous recommander Léna Situation. Donc en 6 coups, vous l'aurez eu Léna Situation peut-être. Mais c'est parce que c'est des recommandations intermédiaires et les tiers de confiance, c'est pas à négliger. C'est-à-dire le fait d'avoir une personne qui vous met en relation et qui du coup valide le fait que si le podcast s'est bien passé avec cette personne et qu'elle me recommande de faire un podcast avec lui ou avec elle, c'est que la personne est intéressante, donc vas-y, je vais y aller. Oui, carrément. Et derrière, le fait d'entendre son nom pour Léna Situation, qu'elle va entendre son nom sur le podcast, ça va un peu l'engager aussi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la communauté attend et se dit maintenant on l'attend. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant à faire aussi. Mais c'est vrai que nous, pour le moment, on se disait des gens accessibles, mais pareil, comme tu dis, c'est vrai que quand tu as des gens accessibles, même si je vais voir le commerçant du coin, il aura des trucs intéressants à me dire, mais s'il voit que j'ai aucun contenu, il va se poser des questions, quoi. C'est pour ça que souvent le plus dur, c'est d'avoir le premier. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir la première interview ou à faire avec votre réseau des gens que vous connaissez ou quelqu'un qui est en mode why not, tu vois, il fonce, ça peut aider. Parce qu'après, même aussi, ça va montrer un peu, tu vois, la dynamique, comment vous organisez, le fait que ça sort, que ça se publie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 étapes dans la tête des gens. La première étape, c'est le fait, est-ce que si je leur dis oui, ça va se faire ou pas? C'est ça. Et la deuxième étape, c'est si jamais ça se fait, est-ce que ça va marcher ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être quali au moins à la hauteur de leurs attentes, quoi? C'est ça. Et c'est-à-dire que le fait que ce soit viral ou pas, que ça fasse des vues ou pas, c'est moins important que le fait que ça se fasse ou pas. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tellement souvent pas du tout sur les réseaux que même si ça fait 10 vues, ils vont être en mode « Oh, chouette, ça a intéressé 10 personnes. » tu vois. Ouais, carrément. Mais c'est vraiment plus
ok, en plus si tu vises tout ce qui est chef d'entreprise et tout, ok, j'ai un agenda surbooké, je suis bien pris, bien occupé dans mon business, ça m'intéresserait d'en parler, mais il faut que je donne mon temps aux bonnes personnes. Est-ce que eux, c'est des gens qui sont fiables? C'est ça. Ouais, donc il faut vraiment cadrer aussi cette l'attente qu'il peut y avoir de nos futurs watchers, quoi. Et typiquement, un podcast que vous pouvez faire en épisode 0, c'est un podcast avec vous. Présentation. Ouais. Juste vous, présentation un peu de votre parcours, vous discutez, vous échangez, et un peu pourquoi vous avez voulu faire ce podcast, ou qu'est-ce que vous avez appris dans vos parcours respectifs, dans les jobs ou les stages que vous avez fait, job d'été, stage à côté de vos études, tout ça. Enfin, toute la partie un petit peu parcours étudiant ou de vie personnelle. Ça. Et ça vous fait un épisode 0 où ça vous entraîne à parler face caméra, parce que ça aussi c'est quelque chose où parfois on sous-estime la difficulté que ça peut être de parler à une caméra. Oui, carrément, parce que là depuis tout à l'heure moi je te parle à toi, ouais. Je pense que j'ai regardé 3 fois la caméra. Moi je leur fais des petits coucous, ils discutent un peu, mais c'est parce que tu vois c'est un exercice aussi. Oui, carrément. Et typiquement tu as des gens ils vont se dire ouais je suis à l'aise face caméra, je m'en fous que ce soit filmé et tout. Et peut-être dans ton groupe de potes, il y en a un des deux, quand ça va filmer, il va pas avoir la même énergie. Stressé, ouais. Il va être stressé ou timide et tout, et du coup ça rend moins bien. Et la personne en face, elle se dit mince, il m'interviewe, il est timide. Mais moi je dois me sentir comment? Et du coup il est encore plus timide. Et du coup ça fait un truc très mou. Et t'es en mode non, dommage, c'est raté. Mais c'est vrai qu'on sous-estime un peu ce truc-là de. En fait, ça peut facilement devenir mou sur YouTube, je pense. Moi, je sais que je suis quelqu'un de pas très énergique. Je pense en vidéo ou à l'audio, c'est chiant, tu vois. Mais après, petit à petit, je pense que je vais m'y faire. Mais je pense le but, c'est que l'intervenant parle aussi, pas tant moi. Mais c'est ça, après quand tu fais une interview, souvent tu parles moins et c'est la personne qui raconte. Donc toi, c'est plus, tu es plus un peu en chef de bateau, tu vois, en capitaine de navire, et tu essayes de naviguer et de mettre la bonne direction, et lui après il dit ce qu'il a à dire et toi tu cadres. Et après, souvent parfois tu as des gens qui sont très énergiques, très dynamiques, mais sur le fond ça dit pas grand chose. Tu en as parfois qui sont très calmes, très posés, mais qui du coup ont un discours qui est très précis, et c'est tout aussi intéressant, tu vois. C'est-à-dire que tu as des vidéos de storytellers, Ego, Combo, etc., qui sont des gens qui font des vidéos de storytelling sur YouTube. Les gens ils sont pas dynamiques, ils ont une voix qui est très bien posée, mais tu les écoutes. Par exemple, ça va à Marc, les histoires soient vraies ou fausses, peu importe ce que vous pensez sur lui, le gars, quand il parle, tu l'écoutes. Tu vois, il a cette aura, cette façon de captiver son audience et que tu t'intéresses à ce qu'il dit, qui est assez folle. Tu vois. Ouais, ça je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai que sur la dimension podcast, je pense que ça sera plus simple que comme toi tu peux le faire sur des shorts où pour le coup il faut être tout le temps. J'imagine un peu plus à fond, à réagir assez rapidement, c'est surtout dans le montage limite aussi. En transe, quoi. C'est-à-dire que tu peux être calme sur un short, c'est-à-dire parler normalement comme ça et tout, mais à ce moment-là, il faut que soit tu aies un montage dynamique ou encore une fois que sur le fond, tu sois captivant. Typiquement, j'ai fait des shorts qui étaient très dynamiques, qui ont fait des millions de vues, et j'en ai fait un aussi, par exemple, récemment, il a fait 50 ou 100 000 vues, je crois, un TikTok. Il y a très peu de montage et je parle normalement. Mais du coup, j'ai fait un hook qui était là pour capter l'attention. Et en fait, je vais pouvoir vous le refaire en direct. J'avais cette poubelle-là, tu vois. Et j'avais, en gros, j'ai raconté une anecdote. Et l'anecdote, c'est la suivante. Je suis allé au casino avec un pote et j'ai misé 60 € et je me suis retrouvé avec 200. Et du coup, je fais plus 150. Parce que c'était 210, donc ça faisait plus 150. Et en fait, mon accroche, ça a été, j'ai pris les 3 billets de 50 et j'ai dit, hier, j'ai gagné 150 € au casino. Et j'ai lancé la poubelle derrière moi. Elle a atterri derrière, elle a éclaté. Et j'ai dit, et j'avoue, ça m'énerve. Et j'avoue, ça t'énerve? Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai gagné 150 € hier au casino. Et j'avoue, ça m'énerve. Et après, il n'y avait plus aucun sous-titre, plus aucun dynamisme, plus rien du tout dans la vidéo. Mais juste, je racontais mon histoire et j'essayais d'être captivant et celle-là avait marché. Après, j'en ai tenté d'autres qui ont aussi flop, tu vois, qui ont fait 500 vues. Mais celle-là, c'est la première que je voulais tenter sous cette version-là. Il y a un créateur de contenu qui est très fort là-dessus, qui s'appelle Antoine Bougan, vous pourrez aller voir. Sur TikTok, il fait très très peu de montage, mais il est très captivant sur ses façons de raconter des histoires. Et ça peut faire quand même des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Ok. Ouais, oui, donc il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce niveau-là. Mais le principal, c'est de créer genre un produit, on va dire, un produit audiovisuel qui va surtout plaire, quoi. À partir du moment où tu nous as donné un peu tous les tips techniques, et c'est vrai, sur la partie monétisation, stratégie réseau, au moins c'est plus clair. Mais ouais, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as d'autres choses à Non, après moi, les seuls toi. conseils que je peux donner, c'est la régularité. Si vous fixez un calendrier, il faut vous y tenir.
Pas sauter des dates parce qu'en plus les algos ils aiment pas ça. C'est-à-dire que si l'algo voit que tu postes une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines et que tu te mets à arrêter, il va pas aimer. Autre chose, bon, comme je t'ai dit, faire le premier épisode en test avec les potes pour être en mode ok, je capte le délire, je capte ce que c'est, ok, ça va le faire. Et pas oublier pourquoi vous le faites pour que ça vous motive quand même et prendre du plaisir dans le processus parce que si vous ne le faites pas par plaisir, ça ne va pas le faire. Et aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est vraiment un jeu de long terme. C'est-à-dire que ceux qui font les trucs uniquement pour que ça marche, souvent ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je l'ai fait et ça a marché pour des chaînes. Typiquement, la chaîne là, qui a passé les 100 000 abonnés, elle l'a fait en 80 jours. Mais elle l'a fait parce que ça faisait 7 ans que j'étais sur YouTube, que j'avais déjà fait des années de tests et que je me suis dit, là, je lance une chaîne là-dessus. Je sens que ça va marcher, je vais le faire. Et j'ai poncé le truc à raison de 10 shorts par jour. Et je l'ai fait. Mais c'est parce que j'avais l'expérience. Donc, si quelqu'un qui n'a pas d'expérience se lance et se dit, je ponce le truc, je publie tous les jours et tout, et que tu te focuses uniquement sur les stats en termes de retour sur investissement, tu fais ça va pas le faire. Je pense pas que ce soit. Non, YouTube c'est vraiment un jeu de long terme et même les réseaux de manière générale. Et ce qu'il y a de bien, c'est que aussi si vous tenez le coup et vous arrivez à faire assez de podcasts, vous verrez qu'après sur le long terme, avec l'audience que vous allez accumuler, les invitations ce sera de plus en plus facile à avoir les gens. Ça aussi, je ne l'ai pas trop dit, mais si vous voulez avoir des gens en interview, j'ai dit que c'est difficile d'avoir des grands noms. Mais pour les gens, il faut leur lister les bénéfices. Ça paraît simple, mais vous dire qu'est-ce qu'ils vont y gagner, leur dire voilà, vous allez avoir une vidéo qui va mettre en avant votre activité. Ça va vous faire de la communication sur votre activité. Donc si par exemple, on est sur Toulouse, il y a des Toulousains qui voient la vidéo, ils passeront sûrement vous voir et du coup peut-être acheter des produits. Et c'est vraiment ce côté done for you, vous voyez, fait à votre place. C'est vraiment vous venez, vous discutez, vous repartez. Ça vous prend 1 heure. Nous, la post-prod, la technique, les publications, les trucs, on gère. C'est notre taf. Vous, votre taf, c'est juste venir discuter et partager votre expérience avec nous. Et là, souvent, quand tu mets les bénéfices comme ça en avant, les gens sont plus ouverts et en mode ok, vas-y, je me lance et je viens avec toi. Ok. C'est vrai que c'est un point important parce que nous, on n'avait pas forcément prévu de les accrocher en leur listant les bénéfices parce que pour un petit podcast qui se lance, on se dit il n'y a pas tant de bénéfices, mais c'est vrai que même si c'est pas grand monde, ça va d'abord se répandre à notre réseau local, on va dire. Et puis ça va faire découvrir. Typiquement, tu peux dire aussi que tu vas le relayer au niveau de l'école, tu vois, tout ça, c'est des choses au niveau de l'école. Entre guillemets, d'un côté, tu te dis oui, j'ai pas de stats parce que tu commences, mais lui, il n'existe pas sur les réseaux non plus. Mais il n'y a pas besoin de grand monde. En vrai. C'est-à-dire que voilà, il n'existe pas sur les réseaux, il n'a jamais fait de vidéo, la personne elle se dit tiens, ils ont le culot, l'audace de venir me demander. Moi je vais dire oui, ça me fait une nouvelle expérience. Et si tu l'amènes bien, qu'il voit que vous êtes sympa et que ça se passe bien, même parfois derrière, ça peut être amené, comme je t'ai dit, à des collaborations avec l'entreprise ou à lui qui t'en recommande d'autres. Et après, de fil en aiguille, tu te fais cataloguer comme la personne qui interviewe et qui fait des podcasts sur Toulouse. Et là, tu as un maximum de portes qui s'ouvrent pour mettre en place plein de choses. Oui, carrément. Ok. Autre question, est-ce que j'ai d'autres questions? Je crois pas. Hein. Je réfléchis, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour un peu de tout. Je réfléchis d'un point de vue technique, d'un point de vue tournage face caméra, d'un point de vue post-prod. Donc je pense qu'on a fait tous les trucs. Après, peut-être juste le décor. Soit vous le changez à chaque fois, soit vous essayez d'avoir un peu toujours le même pour créer une habitude chez les gens. Donc il faut trouver un lieu, que ce soit un des apparts ou un truc. C'est ça. Une salle je suis pas sûr qu'on arrive à trouver un lieu dans lequel on fait tous les mêmes podcasts, mais il faudrait qu'on arrive à amener des éléments de référence dans le décor, je pense, un truc qu'on amène tout le temps, qui est tout le temps là, ou à voir. Parce que sûrement qu'on ira chez les commerçants pour aller directement dans leur univers et que ça parle un peu plus. Ça peut être dans votre tenue. Mais c'est d'avoir toujours les mêmes couleurs, avoir un t-shirt ou un polo à l'image et au logo de votre podcast. Moi, le rouge depuis 2021, il est toujours là. Enfin, tu vois, c'est des éléments où, comme ça, même en plus, ce qu'il y a de bien, par exemple, si tu fais un t-shirt personnalisé ou un polo personnalisé ou quelque chose et que vous travaillez bien votre logo et votre nom, c'est que même quand tu vas faire des shorts, les gens ils vont voir le logo dessus. Même si plus tard, il y a des gens qui reprennent des shorts, qui font des shorts de votre contenu, ça vous fait de la pub indirecte parce qu'il y a le nom dessus. Oui, tu vois, ça peut être des trucs à réfléchir, mais encore une fois, ça c'est du détail d'optimisation marketing et communication. Mon conseil serait plus en mode vous êtes chaud, avant dimanche prochain, sortez le premier podcast, vous discutez entre vous et point.
C'est ça le plus dur souvent, c'est que les gens, ils engrangent de la théorie et de l'information et au final, ils ne savent plus où donner de la tête ou quoi commencer. Ils ont l'impression que c'est vertigineux alors que c'est juste en mode, parce qu'ils auraient le SAN, tu veux faire des signes, tu as juste du coup, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que nous, dans notre stratégie en quelque sorte, c'était pas une stratégie, c'était une réunion où on s'est dit, allez, on se lance, comment on fait? On s'est dit, on va essayer de faire 3-4 podcasts, enfin de les filmer en tout cas. Après, on s'occupe de la technique d'un, on le sort et ça nous laissera le temps de continuer à produire des podcasts et à monter des podcasts pour arriver un peu à un cycle de un podcast toutes les 2 semaines. Ouais, je vois ce que tu veux dire pour avoir un fond de roulement et que ça cycle. Bah, en vrai, pour te dire, enfin, des podcasts toulousains, en plus, il y en a des gens qui font des podcasts sur Toulouse, j'ai déjà vu. Il y a même un podcast où il y a un podcast où j'ai participé, j'avais été dans les premiers à participer. Il y en a un autre, il a arrêté. Il y en a un autre, j'ai fait, il n'est jamais sorti. Ah ouais. Et ce qu'il y a de fou avec cette personne où c'est jamais sorti, c'est que c'est un gars, je le connais, tu vois, c'est un autre intervenant dans une école et tout, genre un profil assez carré, sérieux et tout. Mais c'était vraiment le profil du, je pense, suroptimisation. Ouais. Et syndrome de l'imposteur, de je suis qui pour faire un podcast, et mince, il va pas être assez bien mon podcast, parce que je suis pas assez bien moi en tant que présentateur tout ça, du podcast. Et du coup, il a toujours été en mode, non mais j'optimise, je vais le faire. Au final, il a jamais rien fait. Et ça, tu en as beaucoup des gens qui sont là-dessus, qui sont dans la pensée, dans le je vais faire, et qui font pas. C'est pour ça, moi, si j'ai vraiment le conseil à vous donner, à vous qui regardez la vidéo ou à toi, c'est il faut que le chemin entre la réflexion et l'action soit le plus court possible. Et typiquement, ça peut passer par vous faites soit votre vrai podcast, ou soit vous faites des podcasts tests. C'est-à-dire, ChatGPT, il génère 5 sujets, vous lancez un timer de 20 minutes, et vous lancez la caméra, et vous devez tenir 20 minutes sur le sujet. Même si la vidéo sort jamais, c'est de faire l'effort de discuter, d'improviser, d'échanger, de voir ce que ça donne une caméra, le son. Parce que vous n'allez pas partir en podcast avec un gars si vous n'avez jamais testé le son, si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment, vous faites votre podcast de 20 minutes, vous regardez le résultat en 2 secondes en mode le son fonctionne, on a bien cadré, ou non, toi, tu es caché par tel truc, ou on n'avait pas anticipé ça. Aussi, des trucs de ne pas déranger, tu vois, sur le téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Je enregistre une vidéo, là, je parle, ça se trouve, je me suis pris une notif, ça a coupé. C'est pour ça que je vais toujours en avion, ne pas déranger, au moins, je suis tranquille. Ok. Ouais, la batterie aussi, batterie des micros, batterie du téléphone. Ça, c'est le genre de détails qui vont nous... Ah, ça, parce que si t'as la caméra qui coupe et qui lâche, parfois t'as des trucs où ça enregistre pas le rush. Donc c'est en mode, rush corrompu, pas de vidéo. Terminé. Et là, t'as un bon... Comment on lui annonce? C'est vrai que t'es content d'avoir une save audio et que t'es en mode, on va juste le sortir en audio. Ouais, carrément. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est des petits détails qui sont à la limite de la technique et de l'orga, mais... qui sont les premières erreurs que tu fais souvent quand tu lances un podcast ou que tu fais des vidéos et quand tu les as mangées une fois, tu les manges pas deux, quoi. Donc il faut qu'on commence par faire des tests. Moi, je serais vous, c'est ça, vous vous réunissez, vous prenez 2 heures, une plage de 2 heures, et vous passez 20 minutes, 30 minutes à vous organiser juste l'angle de caméra, le setup, et après vous faites 3 sujets de 20 minutes. Et tu vois, je serai en mode 30 minutes pour organiser le setup, et que tout le monde soit à l'aise, etc., poser tout ça. Ça peut être 10 minutes si vous êtes plus rapide. Et après, prenez le premier sujet, vous lancez la caméra 20 minutes, et après 10 minutes pour débrief entre vous. Ça, tu peux tenter de dire ça ou de faire ça, et vous conseiller entre vous avec votre expérience, ce que vous avez ressenti de la prestation des autres, et regardez le rush vidéo pour voir ce que ça donne. Puis après, vous faites un deuxième sujet, puis un troisième. Quand vous avez fait déjà 3 sujets de 20 minutes face caméra, vous aurez déjà un petit peu plus d'XP. Et après, là, à ce moment-là, vous pouvez enchaîner le même jour ou une prochaine fois sur votre podcast de présentation à 3, et là, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise. Ok. Donc ouais, ça passe par quelques petits entraînements. Après, au niveau des... Je pense que ce sera ma dernière question, à moins qu'on voit autre chose, mais au niveau des moments qu'on peut créer dans le podcast, des sortes de, comment on appelle ça, des concepts quoi, dans le podcast. Est-ce que tu préconises des choses? Est-ce que tu... nous, étant consommateurs, on va dire qu'on envoie des podcasts où il y a des sortes de... de vrai faux ou de questions rapides. C'est ça, des choses comme ça, mais est-ce que toi, je sais parce que tu analyses beaucoup, est-ce que tu vois des choses qui marchent plus que d'autres, des choses... Non, je pense que le hack, entre guillemets, qui fonctionne le plus, c'est la recommandation à la fin, comme je t'ai dit. Tu vas demander à la fin, et s'il y a une personne que vous voudriez voir dans ce podcast ou de qui vous aimeriez entendre des conseils, ce serait qui?
et tu vois que la personne te recommande. Ça, je pense que c'est le meilleur ratio en termes de hack à répéter et qui est intéressant pour vous. Maintenant, sur le concept en lui-même, ça va se faire sur le terrain, je pense. En fait, à force de faire, vous allez capter des idées et c'est pas grave si vous l'avez pas dès l'épisode 1. Parce qu'encore une fois, oui, c'est bien, ça crée une image de marque, ça crée une routine sur des trucs, c'est bien. Mais encore une fois, le premier podcast, il y a des chances qu'il fasse 1 vue, 0 vue, 5 vues, 10 vues. Donc, il ne faut pas vous complexifier en vous disant, ah mince, il faut qu'on amène des petits panneaux, des petites pancartes pour faire des notes. Et du coup, on va noter le truc, ou vrai, faux là-dessus, il faut qu'on prépare la question. Non, c'est tu viens avec 3 questions, tu discutes. Et déjà, tu publies ça. Et si tu as fait ça, c'est déjà bien. Et après, quand tu maîtrises les process, c'est là où tu implémentes petit à petit des choses en plus. Petit à petit, tu vois, typiquement, ma chaîne à 130 000 abonnés, c'est une chaîne React. Donc, c'est une chaîne sur laquelle je vais réagir à du contenu sur les tendances. J'ai sorti peut-être 1000-1500 vidéos et j'ai rajouté que cette semaine ça. Ah ouais. Et tu vois ça, pour que les gens voient, c'est des pancartes avec des notes de 1 à 10. Et l'idée, c'est quand on voit un contenu, on est en mode, comment ça s'appelle, Danse avec les stars, où on est en mode, il a géré la trend, 7, c'était claquer sa mère, 1. Et on note les gens sur leur trend. Et tu vois, un petit truc vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et que je t'explique, tu vois, typiquement, j'ai 10 pancartes. Ça, c'est un truc, c'est une manière de réfléchir que vous allez développer. Pour ceux qui iront voir la chaîne, vous verrez que j'ai que 3 pancartes à chaque fois. En fait, j'ai 10 numéros. Ce que je fais, c'est que là, je les ai classés dans l'ordre, donc je vais les mélanger. Donc, ok, hop, je les mélange au pif. Je vais tirer 3 pancartes au pif. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2 et 7, ok. Et je vais avoir en dehors de la caméra, donc là, vous ne le verriez pas, ma pile de pancartes. Et en fait, devant la vidéo, je vais être comme ça pour la noter. Et en fait, je vais prendre un ordre de grandeur. Enfin, je vais voir la note qui est la plus proche, je lui donne. Et en mode 7. Ok, une fois que j'ai utilisé le 7, je l'enlève, je le remets sous ma pile et je prends un nouveau chiffre. Donc parfois, j'ai que des notes de merde, donc je suis obligé de noter mal. Parfois, j'ai des notes incroyables, je mets des notes, c'est l'école des fans. Entre guillemets, les gens, moi, dans mon cadre, par exemple, s'en foutent de la note que je mets, c'est plus le concept qui vont les accrocher. C'est le concept, Donc, tu vois, c'est de te dire, c'est pas, encore une fois, la transposition que je veux donner, par exemple, au podcast que tu veux faire, c'est le côté, vous faites pas chier en mode avec les 10 pancartes ou avec ce que vous avez, en mode il faut tout dans la main. C'est avoir un échantillon et recycler. Les gens, ils voient rien du tout. C'est de la magie pour eux. Et ils sont en mode, ils ont l'impression de voir les 10 chiffres, alors qu'en fait, non, tu en as 3 et puis tu es en mode, bah, vas-y, claquez 2. Et puis s'ils sont pas contents que tu aies mis un 2, ils mettront un commentaire, plus de référencement, ta vidéo est encore plus virale, tu vois. Et après, oui, donc c'est vraiment dans le concept qu'il faut taffer et pas dans le... Ouais, non, et ça, c'est des petites itérations que tu fais au fur et à mesure que tu développes ce que tu fais. Et c'est vraiment, tu vois, comme je te dis, c'est venu au fur et à mesure. Au départ, moi, la chaîne, c'était vraiment React. Donc, je prends mon contenu, j'y React, point. Et au fur et à mesure, je rajoute d'autres personnes qui viennent React avec moi. Je rajoute des petits éléments comme ça. Je rajoute dans le décor le trophée. Enfin, tu vois, je peaufine par itération. Ouais, c'est ça, c'est petit à petit. En fait, il faut qu'on accepte que ça va pas être parfait. Que ça va pas être parfait dès le début. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le plus gros frein des gens, c'est que justement, c'est le gars qui n'a pas fait le podcast qu'on a fait ensemble. C'est que souvent, quand tu as des profils perfectionnistes, il faut accepter que ce soit imparfait et que c'est justement en le faisant que ça va s'améliorer. Tu vois, typiquement, si on avait fait une interro sur table, là, en mode donne toutes tes idées et ce que tu voulais faire sur le podcast ou toutes les questions que tu vas poser dans cette discussion, bah, je pense qu'il y a très peu de questions que tu avais écrites que tu as finalement posées maintenant. J'ai rien lu. Voilà, tu vois, et c'est encore la même chose. Donc, c'est vraiment ce côté de feeling. Tu fais, tu apprends sur le terrain. Ouais, en soi, c'est ça, je pense, qui va surtout nous mettre le pied à l'étrier parce que c'est vrai que en fait, c'est important qu'on le sache et qu'on l'intériorise. Et c'est important aussi qu'on le dise, je pense, à nos intervenants en mode les gars, on se lance, il faut être indulgent, on fait du mieux qu'on peut, vous allez le voir. Moi, je sais même pas si je leur dirais. Parfait, quoi. Moi, je leur dirais pas. Poker face. Ouais, mais parce que moi, je leur survends pas le truc. Après, je leur dis pas c'est le podcast BBC, tout ça. Je leur dis écoutez, les gars, on va faire un podcast. On va faire une discussion, on va enregistrer tout ça. Parce que si tu leur dis ça va pas les rassurer et du coup, ils vont pas être à fond dans le podcast. Donc, c'est à toi en amont de t'entraîner et de faire en sorte d'arriver confiant. Il y a 2 phrases qui me font penser à ce qu'on dit là. C'est que, tu vois comment, c'était une phrase sur le coaching où on disait pour être professeur de piano, il suffit juste d'avoir une leçon d'avance sur l'élève. Et la deuxième qui me vient, c'est Oussama qui l'avait dit, c'est l'action crée l'information et pas l'inverse. C'est pas le fait d'avoir plein d'informations qui va te faire passer à l'action. C'est le fait de passer à l'action qui va te faire apprendre les feedbacks qui vont du coup te permettre de mieux faire la prochaine fois.
Bon, ok, donc on ne dit rien. Non, Poker Face, c'est un Non, tu non, pro. Tu leur fais voilà, je vous invite à faire un podcast, tout ça. Vous vous êtes entraîné carrément. 3 fois en faisant des tests. Vous avez fait votre épisode pilote Ouais, il que faut vous qu'on pouvez soit montrer sûr de nous fièrement. avant. Voilà. Il faut qu'on soit sûr de nous avant, au moins sur la technique. Oui, c'est ça. Le plus Sans- important, c'est technique et le fait d'improviser. Mais ça, vous l'avez déjà fait dans votre exo, vous avez vu que ça se passe bien. Et là, tu vois, on le refait, ça se passe bien. Je pense qu'on va Ouais. faire 1 heure qu'on parle. Et tu vois, ça se passe bien. C'est parce que c'est une discussion et ça reste naturel. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Oui, c'est l'avantage du podcast aussi, je pense. C'est pour ça que c'est assez accessible, on va dire. C'est Parce ça. que moi, personnellement, je me vois absolument pas créer du contenu. Enfin, je suis même pas sur Insta, rien du tout. Donc, mais en podcast, ça m'intéresse parce que le contenu est cool, quoi. C'est des choses que moi, je consomme. Que tu consommes et qui peut intéresser les gens, ils peuvent apprendre des choses, donc il y a une notion de partage qui est assez cool. Mais c'est vrai qu'en termes de création de contenu, je pense que c'est plus accessible pour. Mais clairement, parce que le pour podcast, une personne lambda, quoi. c'est ça, le podcast, ça reste dans le fond une discussion et tout le monde discute et partage avec tout le monde et du coup les gens viennent écouter, prendre ce qu'il y a à prendre pour eux et tant mieux ça les aide à évoluer sur leur vie personnelle, sentimentale, professionnelle, parce que tu as des podcasts sur tout. Et du coup après c'est sûr que c'est dur de se faire sa place aussi, parce que comme c'est accessible avec la barrière à l'entrée est basse, entre guillemets, il faut une caméra et un téléphone et tu filmes. D'un autre côté, ce qui va différencier, c'est pas grand chose. C'est la régularité, le fait de ne pas lâcher. Ouais, continue. Mais je crois que c'était les mots de la fin. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On a vraiment tout abordé sur le podcast et on va vous souhaiter du coup une bonne soirée. Et si jamais vous lancez votre podcast, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à vous faire de la pub en mettant le nom de votre podcast. Et la dernière chose que je dirais, c'est s'il vous reste des questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans l'espace commentaire. Ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Aurélien, un mot de la fin? Ciao, merci Lucas en tout cas, et bisous tout le monde.